Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le silence lorsqu'il fait 30 degrés en dessous de zéro? Ou ce que l'on ressent en s'abandonnant au sommeil en sachant que le vent dehors pourrait faire s'effondrer votre abri avant le matin? Ce soir, nous remontons le temps jusqu'à une époque où fermer les yeux pour se reposer relevait d'un courage silencieux. Lorsque l'Ouest sauvage a gelé, la survie ne dépendait pas seulement de la nourriture et du feu. Elle dépendait de l'art fragile et précieux du sommeil lui-même. Avant d'entrer dans ce voyage silencieux à travers l'emprise de l'hiver sur la frontière, j'aimerais vous demander une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » si votre cœur est prêt à voyager dans le temps avec moi ce soir. Assurez-vous de vous abonner pour toujours faire partie de ces passages nocturnes vers les recoins oubliés de l'histoire. Laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Certains d'entre vous sont peut-être éveillés dans le calme de la nuit, d'autres commencent tout juste leur matinée, ou se trouvent quelque part entre les deux. Maintenant, baissez les lumières, allumez peut-être un ventilateur doux pour ce bourdonnement apaisant en arrière-plan. Et installons-nous pour le voyage tranquille de ce soir à travers l'histoire. Imaginez-vous debout sur les plaines du Wyoming en janvier 1872. Le ciel est sans couleur, une feuille pâle tendue finement entre la terre et le ciel. La neige tombe depuis 3 jours d'affilée, d'abord douce, puis poussée de côté par des vents qui semblent venir de bien au-delà de l'horizon. Vous êtes à des kilomètres de la ville la plus proche. Votre cabane, si l'on peut l'appeler ainsi, est un assemblage de rondins grossièrement taillés, calfeutrés avec toute la boue et la mousse que vous avez pu rassembler avant que le sol ne gèle complètement. Ce soir, comme chaque nuit d'hiver ici, votre seul objectif est simple, dormir, reposer votre corps endolori, vous réveiller à nouveau lorsque la lumière du matin filtrera à travers les interstices de vos murs. Mais le sommeil, en ce lieu et à cette époque, n'est jamais simple. Le rythme de vos journées sur la frontière suit le soleil avec une constance impitoyable. Vous vous levez avant l'aube parce que vous n'avez pas le choix. Le feu s'est réduit à des braises pendant la nuit. Et si vous ne le ravivez pas rapidement, le froid s'infiltrera si profondément dans vos os que même le mouvement deviendra douloureux. Votre souffle est visible dans l'air à l'intérieur de la cabane. La pièce unique que vous appelez maison est couverte de givre sur les murs intérieurs. De délicats motifs de glace grimpent sur le bois brut comme la décoration propre à l'hiver. Vos bottes sont là où vous les avez laissées près du foyer, raides de froid malgré tous vos efforts. Vous devez les réchauffer avant que vos pieds puissent y entrer. Le cuir est devenu rigide pendant la nuit, gelé comme de la pierre. Et vous savez par expérience que forcer vos pieds dans des bottes gelées invite les engelures. Alors vous attendez, accroupi près du feu que vous ranimez lentement, en l'alimentant, morceau de petit bois après morceau, car le bois de chauffage est précieux et vient à manquer. C'est ainsi que chaque journée commence. Et c'est ce souvenir que vous portez avec vous tout au long de vos heures d'éveil. La certitude que ce soir, vous devrez tout recommencer. Que, avant de pouvoir vous reposer, vous devrez vous préparer. Que le sommeil lui-même est devenu un travail. Parcourons ensemble ce que signifie chercher le repos dans le cœur glacé de l'hiver de l'Ouest sauvage. Votre cabane se trouve sur une petite concession dans le territoire du Montana, même si elle pourrait tout aussi bien être dans le Dakota, le Wyoming ou les hautes terres du Colorado. Les murs sont en rondins, oui, mais ils ont été coupés à la hâte pendant la brève saison de construction, et ils se sont affaissés de manière inégale. Des fissures se sont ouvertes entre eux, certaines aussi larges que votre doigt. Et bien que vous les ayez bourrés de boue, de mousse, de vieux chiffons et même de pages arrachées aux quelques livres que vous possédiez, le vent trouve toujours son chemin à l'intérieur. La nuit, allongé sur votre lit étroit, vous pouvez sentir le courant d'air glisser sur votre visage comme des doigts froids explorant l'obscurité. Le toit est constitué de couches de mottes de terre posées sur un plancher grossier. Lorsqu'il pleut ou qu'il neige, la terre devient lourde. Parfois, vous vous réveillez au bruit de l'eau qui goutte dans les coins. Parfois, de petits morceaux de terre gelée tombent sur votre couverture. Par grand froid, tout le toit gèle en un bloc solide, ce qui devrait être une bonne chose. Sauf que cela signifie aussi que toute la chaleur de votre feu monte et fait fondre juste assez la face inférieure pour créer un état constant d'humidité au-dessus de votre tête. Vous avez une seule fenêtre. Elle n'a pas de vitre. Le verre est cher et lointain. Alors vous avez recouvert l'ouverture de papier huilé tendu sur un cadre. Pendant la journée, cela laisse entrer une lumière pâle et aqueuse. La nuit, ce n'est qu'un autre endroit par lequel le froid s'infiltre. Vous y avez donc accroché un morceau de toile, ajoutant une couche de plus entre vous et le froid meurtrier de l'extérieur.
Votre lit n'est pas ce que les habitants des villes de l'Est reconnaîtraient comme un lit. C'est un simple cadre en bois, des cordes tendues en grille, et par-dessus, un mince matelas rempli d'herbes de prairie et de paille. Vous avez récolté cette herbe vous-même l'été dernier, quand le monde était chaud et que cela semblait être un problème pour un avenir lointain. Maintenant, allongé dessus nuit après nuit, vous sentez chaque tige, chaque brin. La paille s'est tassée sous votre poids, offrant moins de confort que vous ne l'espériez. Sous tout cela, sous les cordes et le cadre, se trouve le sol. Des planches grossières avec des interstices entre elles, par lesquelles la terre froide respire vers le haut. Certaines nuits, vous juriez sentir le froid monter du sol plus intensément qu'il ne descend du plafond. Vos couvertures sont en laine, lourdes et épaisses, mais aussi rêches et légèrement humides. La laine a cette propriété miraculeuse de vous tenir chaud même lorsqu'elle est mouillée, ce qui est heureux, car l'humidité est constante. Votre souffle se condense dans l'air, se dépose sur les couvertures et gèle en minuscules cristaux. Au matin, les bords de vos couvertures sont raides de givre. Vous avez aussi une peau de bison, échangée avec un chasseur de passage il y a 2 hivers. Elle est lourde comme le péché, sans le vieil animal et la fumée, ainsi que le procédé de tannage qui l'a préservée, mais elle retient la chaleur comme rien d'autre. Les pires nuits, vous empilez tout ce que vous possédez sur vous, couverture de laine, peau de bison, vêtements supplémentaires, même votre manteau, et malgré tout, vous sentez le froid s'insinuer. Vous avez appris que le sommeil est moins une question de confort qu'une question d'épuisement. Le processus de préparation au sommeil commence des heures avant que vous ne vous allongiez réellement. Lorsque la lumière de l'après-midi commence à décliner, et en hiver elle décline tôt, le soleil abandonnant sa lutte contre le froid vers 16 heures, vous commencez la ration prudente de votre bois de chauffage. Vous avez un tas dehors, sous un appentis que vous avez construit contre le mur de la cabane, mais ce n'est jamais suffisant. Ce n'est jamais suffisant parce que les arbres sont rares ici, et le bois que vous trouvez est souvent vert ou humide, et obtenir du bon bois sec demande une planification que vous n'avez pas eu le temps de faire durant les courts mois d'été, lorsque vous essayez de cultiver de la nourriture, de faire des réparations et d'accomplir les centaines d'autres tâches qu'exige la survie. Alors, vous alimentez le feu avec précaution. Juste assez pour tenir le froid à distance. Juste assez pour réchauffer la marmite de bouillon clair que vous prenez pour le souper. Des haricots secs, un peu de lard salé si vous avez de la chance, de l'eau fondue à partir de la neige. Vous mangez lentement, assis près du foyer, sentant la chaleur sur votre visage tandis que votre dos reste froid. La cabane est trop petite et trop mal calfeutrée pour atteindre une chaleur uniforme. Il y a des zones, la zone de chaleur près du feu et partout ailleurs. Après le repas, vous vous occupez des petites tâches devenues rituelles. Vous vérifiez la porte, vous assurant qu'elle est bien fermée contre le vent et contre les animaux qui pourraient être attirés par l'odeur de la nourriture ou de la chaleur. Vous avez entendu les loups hurler au loin la plupart des nuits, leur voix glissant à travers l'obscurité comme de l'eau glacée. Vous vérifiez encore vos bottes, les positionnant avec soin près du feu. Vous disposez les vêtements de demain, tels qu'ils sont, en espérant que leur proximité avec la chaleur les rende un peu moins glaciales lorsque vous les enfilerez. Vous ajoutez une dernière bûche au feu, sachant que ce sera probablement la dernière jusqu'au matin. Par essai et erreur, vous avez appris à construire un feu qui brûle bas et lentement toute la nuit. On appelle cela étouffer les braises, les recouvrir de cendres pour ralentir leur consommation tout en les maintenant en vie. C'est un article. Parfois, vous réussissez et vous vous réveillez avec des braises que vous pouvez ranimer en flammes. Parfois, vous échouez et vous vous réveillez face à des cendres froides et à la tâche bien plus difficile de tout recommencer. Et puis, finalement, il n'y a plus rien à faire que dormir. Vous vous approchez de votre lit et vous sentez déjà à quel point il sera froid. Les couvertures sont restées toute la journée à la température ambiante de la cabane, ce qui signifie qu'elles sont froides. Pas gelées comme de la pierre, mais suffisamment froides pour que s'y glisser soit un choc pour votre corps. Certains colons ont appris à chauffer des pierres dans le feu, à les envelopper dans un tissu et à les placer dans le lit pour le réchauffer avant de s'y allonger. Vous avez essayé. Les pierres fonctionnent pendant environ 1 heure. Ensuite, ce ne sont plus que des rochers lourds et refroidissants qui prennent de la place sous les couvertures. Malgré tout, parfois vous le faites quand même, parce que cette première heure de chaleur vaut bien l'inconfort qui suit. Vous ne vous déshabillez pas pour dormir. L'idée d'enlever vos vêtements par ce froid est absurde. Vous dormez avec votre chemise de laine, vos sous-vêtements longs, vos chaussettes épaisses. Parfois, vous gardez même votre pantalon.
Les nuits les plus froides, il vous est arrivé de dormir avec votre manteau étalé sur vous comme une couverture supplémentaire et votre chapeau tiré sur les oreilles. La pudeur et le confort sont des luxes réservés à ceux qui ont de la chaleur en trop. Vous vous allongez et le froid du matelas traverse immédiatement vos vêtements. Vous remontez les couvertures, les empilez haut, puis vous faites ce que tout le monde fait. Vous vous recroquevillez. Vous ramenez vos genoux vers votre poitrine. Vous glissez vos mains sous vos bras ou entre vos cuisses. Vous essayez de vous rendre aussi petit que possible pour conserver la chaleur. Votre souffle se couvre de givre dans l'air au-dessus de votre visage, et vous remontez encore les couvertures jusqu'à ne laisser dépasser que votre nez et vos yeux. C'est dans cette position que vous resterez, plus ou moins, pendant les 8 ou 10 heures suivantes. Les sons de la nuit sur la frontière hivernale sont particuliers. Le vent est constant, un gémissement sourd qui monte et descend sans jamais vraiment s'arrêter. Il trouve chaque interstice de vos murs, chaque faiblesse de la structure, et s'y engouffre en sifflant, passant du murmure doux au cri strident. La cabane elle-même fait du bruit, le bois se contractant sous le froid, produisant des craquements secs et des gémissements qui vous font sursauter même si vous les avez entendus 100 fois. Parfois, la neige glisse du toit avec un bruit sourd et mou qui vous fait vous demander si toute la structure n'est pas en train de s'effondrer. Et puis il y a les sons des animaux. Les loups, oui, mais aussi les coyotes, plus proches que vous ne le souhaiteriez. Le cri occasionnel et inquiétant d'un puma, rare mais impossible à confondre. Le grattement des souris dans vos murs, cherchant la même chaleur que vous. Vous avez fait la paix avec les souris. Elles essaient simplement de survivre, elles aussi. Le sommeil ne vient pas facilement. Votre corps est fatigué, véritablement épuisé par le labeur incessant de la vie sur la frontière, mais votre esprit résiste. Une anxiété sourde accompagne chaque nuit d'hiver, la conscience que vous êtes vulnérable. Le feu pourrait s'éteindre, la température pourrait encore chuter. Une tempête pourrait éclater, vous enfermant à l'intérieur pendant des jours. Ces pensées tournent comme les loups dehors, et vous devez respirer lentement et régulièrement, vous forçant peu à peu vers le repos. Parfois, vous partagez cet espace. Si vous êtes une famille, il peut y avoir des enfants qui dorment dans la même pièce, blottis dans des coins ou partageant des paillasses sur le sol. Les couples mariés dorment ensemble, leur chaleur corporelle combinée étant une ressource précieuse. Dans les camps miniers et les villes de bétail, dans les baraquements où les travailleurs se serrent pendant les mois d'hiver, les hommes dorment épaule contre épaule sur des couchettes étroites empilées 2 ou 3 de haut. L'intimité n'existe pas. Le son de la respiration des autres, de la toux, des mouvements dans la nuit devient une sorte de berceuse à part entière. Étrange, mais humain, un rappel que vous n'êtes pas seul dans l'obscurité. Ceux qui voyagent seuls s'en sortent le plus mal. Le cow-boy qui s'installe pour la nuit sur la prairie ouverte, son cheval attaché non loin, son roulis de couchage posé sur le sol gelé. Il a construit un petit feu, fait cuire ses haricots, puis il s'allonge tout habillé, tirant sa couverture et son manteau imperméable sur lui, sa selle lui servant d'oreiller. Le sol sous lui est si froid qu'il donne l'impression d'aspirer la chaleur de son corps. Il dormira par à-coups, se réveillant toutes les heures environ pour vérifier le feu, écouter les menaces, simplement pour confirmer qu'il est encore en vie. Le dormeur de la frontière apprend certaines vérités que ceux des endroits plus chauds, plus sûrs, n'ont jamais à apprendre. Le sommeil n'est pas tant du repos qu'une reddition temporaire. Votre corps l'exige et vous obéissez, mais vous ne lâchez jamais complètement prise. Vous restez toujours partiellement conscient, partiellement en alerte. La part de vous qui guette le danger ne se tait jamais tout à fait. Et les dangers sont bien réels. Les engelures peuvent emporter doigts, orteils, nez pendant votre sommeil si vous n'y prenez pas garde. Le monoxyde de carbone provenant d'un feu mal ventilé peut tuer toute une cabane de personnes avant le matin. L'hypothermie vous rend somnole même pendant qu'elle vous tue. Et la frontière entre le sommeil et la mort devient terriblement mince lorsque la température descend suffisamment bas. Vous avez entendu des histoires de voyageurs retrouvés au printemps, recroquevillés dans leur couverture comme s'ils dormaient paisiblement, gelés raides. Alors vous vous surveillez, même à demi-conscient. Vos pieds sont-ils engourdis ? Pouvez-vous encore sentir vos mains ? Le froid vous rend-il confus, vous donne-t-il envie d'enlever vos couvertures et vos vêtements ? C'est un mauvais signe. Cela signifie qu'il faut bouger, se réveiller, faire quelque chose. Les nuits sont longues en hiver. Le soleil se couche tôt et se lève tard, laissant 15 ou 16 heures d'obscurité. Vous ne pouvez pas rester éveillé tout ce temps. Les bougies et l'huile des lampes sont trop précieuses pour être brûlées uniquement pour la lumière.
Et il n'y a de toute façon rien à faire dans le noir, à part dormir. Alors, parfois, vous dormez par période. Vous somnolez un moment, vous vous réveillez, vous vous occupez du feu, puis vous dormez à nouveau. C'est fragmenté, insatisfaisant, mais c'est suffisant. Cela vous permet de tenir. Certaines nuits sont pires que d'autres. Quand une véritable tempête de neige arrive, le vent hurle, la cabane tremble et la neige s'amoncelle contre votre porte si haut que vous ne pourriez pas l'ouvrir même si vous essayiez. Ces nuits-là, vous endurez simplement. Vous maintenez le feu autant que possible. Vous restez sous vos couvertures et vous attendez. Il n'y a rien d'autre à faire. Le monde extérieur est devenu hostile d'une manière presque abstraite. Il n'est pas malveillant. Il est simplement indifférent. Et cette indifférence peut vous tuer aussi sûrement que le souffle. Mais voici la chose étrange. Vous dormez quand même. Malgré tout, malgré le froid, l'inconfort et la peur, votre corps finit par céder. L'épuisement est puissant. Après avoir marché toute la journée dans la neige, après avoir fendu du bois gelé, après avoir lutté avec de l'eau gelée et des outils gelés, et les 1000 petites batailles qui composent une journée d'hiver sur la frontière, votre corps réclame du repos. Et vous le lui accordez, aussi imparfait soit-il. Et lorsque vous finissez par vous assoupir quelque part dans ces heures glacées avant l'aube, il y a un instant, juste un instant, où l'inconfort s'estompe. Où la chaleur de votre corps, piégée sous les couches de laine et de peau, atteint une sorte d'équilibre avec le froid. Où les sons de la nuit deviennent un fond ambiant presque apaisant dans leur constance. Où vous plongez dans quelque chose qui se rapproche d'un véritable sommeil. Vos rêves, lorsqu'ils viennent, parlent souvent de chaleur, d'été, de lieux que vous avez laissés derrière vous, où les maisons avaient de vrais murs et de vraies fenêtres, et des poêles qui chauffaient chaque pièce. Parfois, vous rêvez de nourriture, de repas que vous n'avez pas mangés depuis des mois. Parfois, vous rêvez de personnes, de visages qui vous manquent, de voix que vous aviez presque oubliées. Et puis, toujours trop tôt, vous vous réveillez. Le feu est bas ou éteint. La cabane est encore plus froide que lorsque vous vous êtes endormi. Votre corps est endolori d'être resté dans une seule position, du mauvais soutien de votre matelas de fortune, de l'accumulation générale du froid dans vos articulations et vos muscles. Mais vous êtes en vie. Vous avez survécu à une nuit de plus. Vous repoussez les couvertures raides. Vous vous redressez, votre souffle se transformant en nuage dans l'air glacial. Vous attrapez vos bottes, raides et froides malgré leur place près du foyer. Et vous recommencez. C'est le rythme du sommeil d'hiver sur la frontière. Pas reposant, pas confortable, mais suffisant. Suffisant pour continuer. Suffisant pour voir un jour de plus. Les colons, les mineurs, les cow-boys, les fermiers, tous ont appris à dormir dans le froid. Ils ont appris parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le sommeil était une question de survie, et la survie était tout ce qui comptait. Alors ils dormaient mal, inconfortablement, avec anxiété. Mais ils dormaient, nuit après nuit, hiver après hiver, jusqu'à ce que le printemps arrive enfin, avec miséricorde, et que le monde se souvienne de la chaleur. Alors que le feu de notre cabane imaginaire brûle de plus en plus bas, portons notre attention du combat quotidien vers un homme en particulier, une figure devenue légende, non pas malgré le froid, mais à cause de la manière dont il l'a enduré. Son nom était Hugh Glass, et son histoire est tissée de nuits d'hiver si brutales qu'elle semble impossible. Pourtant, chaque mot est ancré dans les archives historiques. Imaginez un homme dormant seul sous des étoiles si froides qu'elles semblent crépiter dans l'obscurité. Imaginez-le enveloppé dans la peau même de la bête qui a tenté de le tuer, rampant sur des centaines de kilomètres de nature gelée avec des blessures qui auraient dû mettre fin à sa vie. Imaginez-le fermer les yeux chaque nuit, incertain de voir venir le matin, et pourtant se réveiller quand même, encore et encore, poussé par quelque chose de plus tenace que l'espoir. Ce n'est pas une histoire d'héroïsme au sens traditionnel. Elle est plus silencieuse que cela. C'est une histoire de repos volé dans des circonstances impossibles, de la détermination du corps à dormir même lorsque le sommeil ressemble à une reddition. Hugh Glass est né vers 1783 en Pennsylvanie, bien que les détails de sa jeunesse se perdent dans l'incertitude qui entoure tant de figures de la frontière. Ce que nous savons, c'est qu'il a mené une vie de mouvement et de danger bien avant l'incident qui l'a rendu célèbre. Il a passé du temps en mer, peut-être enrôlé de force sur un navire pirate. Les archives sont floues, comme elles le sont souvent pour les hommes qui vivaient aux marges de la civilisation. Plus tard, il fut capturé par des peuples autochtones et vécut parmi eux pendant plusieurs années.
apprenant leurs coutumes, leur langue, leurs méthodes de survie dans des paysages qui tuaient les hommes mal préparés avec une régularité implacable. En 1823, Glass avait trouvé du travail comme trappeur et guide, rejoignant l'expédition du Major Andrew Henry le long du fleuve Missouri, dans ce qui est aujourd'hui le Dakota du Sud et le Montana. Il avait alors environ 40 ans, ce qui le rendait presque ancien selon les standards de la frontière. La plupart des trappeurs étaient de jeunes hommes, remplaçables et avides de fortune. Mais Glass possédait quelque chose qui leur manquait, l'expérience. Il savait lire le temps, trouver de l'eau, dormir d'un sommeil léger et se réveiller rapidement lorsque le danger approchait. Les expéditions de trappeurs de cette époque étaient des exercices de désespoir maîtrisés. Des groupes d'hommes s'enfonçaient profondément dans des territoires non cartographiés, à la recherche des peaux de castor que les riches Européens convoitaient pour leurs chapeaux. Ils voyageaient légers, transportaient des provisions minimales et dépendaient de la chasse et de la cueillette pour subsister. Lorsque l'hiver arrivait, ils établissaient des camps, des installations rudimentaires de rondins et de peaux, et attendaient les pires mois blottis autour de feux qui ne parvenaient jamais vraiment à chasser le froid. Glass connaissait cette vie. Il avait passé des hivers dans des abris temporaires qui n'étaient presque pas des abris du tout, des appentis faits de branches et de peaux de bison, ou simplement des cavités sous des arbres tombés, où un homme pouvait se plaquer contre le tronc et entasser de la neige autour de l'ouverture pour emprisonner le peu de chaleur que son corps produisait. Il avait dormi à côté de feux de camp qu'il devait alimenter toute la nuit, se réveillant toutes les heures ou toutes les 2 heures pour ajouter du bois, car laisser le feu mourir signifiait peut-être ne jamais se réveiller. Ses conditions de couchage durant ces expéditions étaient d'un utilitarisme extrême. Une peau de bison, s'il avait de la chance, étalée sur le sol. Une couverture, de laine ou de peau, selon ce qu'il avait réussi à échanger ou à transporter. Son fusil toujours à portée de main, car loups, ours et bandes hostiles étaient autant de possibilités dans la nuit. Parfois, il creusait une légère dépression dans le sol pour son corps, cette cavité offrant quelques centimètres de protection contre le vent. Parfois, il dormait contre son cheval pour profiter de sa chaleur, la chaleur animale étant plus fiable que n'importe quel feu. Les hommes qui voyageaient avec lui dormaient de la même manière. Ils regroupaient leurs roulis de couchage près du feu en un cercle grossier, les pieds tournés vers les flammes, chacun responsable de sa propre survie, mais trouvant un certain réconfort dans la proximité des autres. Les sons des hommes endormis dans la nature sauvage sont particuliers. Les ronflements, oui, mais aussi les mouvements constants, les réveils périodiques pour vérifier les alentours, les conversations chuchotées entre ceux qui n'arrivaient pas à trouver le repos. Le sommeil sur la frontière n'était jamais privé, jamais totalement paisible. En août 1823, Glass faisait de la reconnaissance en avant de son groupe près des confluents de la Grand River, dans l'actuel Dakota du Sud. Ce n'était pas encore l'hiver, mais dans ces territoires, le froid pouvait arriver à tout moment. Glass avançait dans une végétation dense près d'un cours d'eau lorsqu'il rencontra un grizzly accompagné de ses petits, la pire combinaison possible. L'ours attaqua avec la violence que seule une mère protégeant ses petits peut déployer. Ce qui se produisit ensuite a été documenté par ceux qui le retrouvèrent par la suite, reconstitué à partir des récits ultérieurs de Glass lui-même. L'ours le mutila sauvagement, son cuir chevelu fut arraché, sa gorge ouverte, ses côtes brisées, une jambe broyée. Les blessures étaient catastrophiques, du genre à tuer un homme en quelques minutes. Lorsque ses compagnons l'atteignirent, ils chassèrent l'ours et contemplèrent ce qu'ils pensaient être un homme à l'agonie. Le Major Henry, chef de l'expédition, demanda des volontaires pour rester avec Glass jusqu'à sa mort et l'enterrer correctement. 2 hommes acceptèrent, John Fitzgerald et un jeune Jim Bridger, qui deviendrait plus tard célèbre à son tour. L'accord prévoyait qu'il recevrait une rémunération supplémentaire pour accomplir cette sombre tâche. Le reste du groupe poursuivit sa route. Fitzgerald et Bridger attendirent. 1 jour, puis 2 jours. Glass s'accrochait à la vie avec une ténacité qui devait sembler contre nature. Mais le territoire était dangereux. La possibilité d'une attaque par des guerriers Arikara était bien réelle. Et les 2 hommes finirent par prendre une décision. Ils prirent le fusil de Glass, son couteau, son équipement essentiel, et l'abandonnèrent. Pas enterré, pas mort, simplement laissé là. Lorsque Glass retrouva enfin assez de conscience pour comprendre sa situation, il était seul dans la nature sauvage, sans armes, incapable de marcher, avec des blessures qui suintaient et saignaient, et qui allaient presque certainement s'infecter. Et le froid s'installait. C'est ici que son histoire devient une histoire de sommeil.
Glass ne pouvait pas marcher, alors il rampa. Le fort le plus proche, Fort Kiowa, se trouvait à plus de 300 km. Il commença à se traîner vers le sud en suivant la rivière Cheyenne. Au début, ses progrès se mesuraient en mètres par jour. La douleur devait être extraordinaire, mais la douleur finit par devenir une simple condition de l'existence lorsqu'elle est constante. Pourtant, chaque nuit, il devait dormir. Réfléchissez-y attentivement. Imaginez votre corps brisé, votre chair déchirée, vos os grinçant les uns contre les autres à chaque mouvement. Maintenant, imaginez devoir trouver un endroit où vous reposer pour la nuit. En sachant que vous n'avez ni armes, ni feu, ni abri. En sachant que les loups suivent l'odeur du sang et que votre sang est partout, sur vos vêtements, dans vos plaies, marquant votre trace à travers la prairie. Glass se traînait jusqu'à la moindre protection qu'il pouvait trouver. Parfois, c'était un groupe de buissons. Parfois, une dépression du terrain où il serait un peu moins visible. Parfois, rien du tout, juste l'endroit où l'épuisement le submergeait et où il cessait simplement de bouger. Il n'avait pas de couverture. Ses vêtements étaient ceux qu'il portait lorsqu'il avait été abandonné, désormais déchirés et souillés. Alors il fit ce que font les êtres véritablement désespérés. Il utilisa ce qui était disponible. Il trouva la carcasse du grizzly qui l'avait attaqué. Ses compagnons l'avaient tué, et il en découpa des morceaux de peau. Cette épaisse fourrure devint sa couverture, son abri, sa seule protection contre les éléments. La nuit, enveloppé dans la peau de l'ours qui avait failli le tuer, Glass s'allongeait dans l'obscurité et sombrait dans un état qui tenait à la fois du sommeil et de l'inconscience. Son corps avait besoin de repos pour guérir, mais le repos était presque impossible. Le froid était un problème. La douleur en était un autre. Mais pire que les deux était la vulnérabilité. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas se battre. Il ne pouvait que rester là, allongé, et espérer que rien ne le trouve dans le noir. Le poids psychologique de cette situation mérite d'être considéré. Chaque nuit pouvait être la dernière. Chaque fois qu'il fermait les yeux pouvait être la dernière fois. Et pourtant, il devait les fermer. Le corps exige le sommeil même dans l'extrême, peut-être surtout dans l'extrême, car la guérison nécessite du repos, et son corps tentait désespérément de guérir. Certaines nuits, des coyotes tournaient autour de lui. Il les entendait dans l'obscurité, leurs jappements et leurs hurlements, le bruit feutré de leurs pas sur la terre. Il restait parfaitement immobile, enveloppé dans sa peau d'ours, attendant qu'il décide qu'il était trop dangereux, ou trop vivant, pour valoir le risque. Le plus souvent, il finissait par partir. Parfois, il s'approchait assez près pour qu'il puisse les sentir, une odeur musquée et sauvage se mêlant à celle de ses propres blessures infectées. Le temps devenait plus froid à mesure qu'il avançait, surtout la nuit. Au matin, le givre se formait sur sa couverture de fortune, et il se réveillait en tremblant si fort que ses dents claquaient. Mais il se réveillait. C'est cela qui compte. Contre toute probabilité, il continuait à se réveiller. Il survécut avec tout ce qu'il pouvait trouver ou attraper. Des baies sauvages, des racines arrachées à la terre à main nue. À un moment donné, il vit des loups abattre un jeune bison, et après qu'ils eurent mangé et quitté les lieux, il se traîna jusqu'à la carcasse et se nourrit de ce qui restait. Cela lui procura non seulement de la nourriture, mais aussi de la matière. Il découpa davantage de peau du bison, la superposant à la peau nue pour améliorer l'isolation de son couchage. Au fil des semaines, alors que ses blessures commencèrent lentement, incroyablement, à se refermer, le rampement de Glass devint plus efficace. Il pouvait parcourir plus de distance chaque jour, mais les nuits restaient brutales. La température continuait de chuter à mesure que l'automne s'approfondissait. Il avançait vers l'hiver avec un équipement insuffisant, un abri insuffisant, et un corps encore en train de se remettre d'un traumatisme qui aurait dû lui être fatal. Il trouva la rivière Cheyenne et la suivit, buvant son eau, attrapant parfois des poissons à main nue. L'eau était glacée, alimentée par la fonte des neiges des montagnes, et elle le refroidissait de l'intérieur, mais elle signifiait aussi qu'il ne mourrait pas de soif, ce qui était déjà quelque chose. La nuit, lorsqu'il osait, il dormait près de l'eau, le bruit de son écoulement dans l'obscurité lui tenant compagnie. Il existe une solitude particulière à dormir seul dans une nature immense, difficile à expliquer à ceux qui ne l'ont jamais vécu. Le silence n'est pas vraiment le silence. Il y a toujours des sons, le vent, l'eau, les animaux, mais il est vide de présence humaine d'une manière qui donne l'impression d'être effacé.
Glace restait allongée sous ses peaux, levant les yeux vers des étoiles si nombreuses et si brillantes qu'elles semblaient irréelles. Et il était le seul être humain capable de les voir à cet instant, en ce lieu, la seule conscience au milieu de toute cette immensité vide. Certains historiens pensent qu'il se parlait à lui-même durant cette période, tenant des conversations dans l'obscurité pour préserver sa raison. D'autres estiment qu'il priait, bien que Glace ne fût pas connu pour être particulièrement religieux. Plus probablement, il endurait simplement. Les êtres humains possèdent une capacité remarquable à endurer lorsque l'alternative est la mort. À mesure que ses forces revenaient, Glace fut capable d'allumer de petits feux. Cela changea tout. Le feu signifiait la chaleur, oui, mais aussi la protection. Les animaux évitent le feu. Le réconfort psychologique de la lumière dans l'obscurité ne peut être surestimé. Il rassemblait tout le bois sec qu'il pouvait trouver, utilisait le silex et l'acier, des outils qu'il avait fabriqués ou trouvés en chemin, et créait de petits foyers qu'il entretenait toute la nuit. Le sommeil venait plus facilement avec le feu. Pas facilement, jamais facilement, mais plus facilement. Il commença aussi à rencontrer d'autres voyageurs, des autochtones amicaux qui lui donnaient de la nourriture et des provisions de base. Un groupe de commerçants français lui proposa de descendre la rivière à bord de leur bateau à quilles. Son voyage devint moins une progression désespérée qu'une marche déterminée. Mais les nuits restaient froides, et le sommeil demeurait quelque chose à conquérir plutôt qu'un état qui s'imposait naturellement. Lorsque Glace atteignit le fort Kiowa au début du mois d'octobre, il voyageait depuis 6 semaines. Les habitants du fort furent stupéfaits de le voir. Ils avaient entendu parler du trappeur laissé pour mort par ses compagnons, et le voilà qui entrait dans leur enceinte, marchant, à peine, mais marchant. Ses blessures s'étaient refermées en cicatrices violentes. Son corps était émacié, mais il était vivant. Cette nuit-là, il dormit dans un vrai lit, dans une pièce avec des murs et un toit, sous de véritables couvertures, avec un feu dans une cheminée digne de ce nom. Et selon les témoignages, il dormit presque 24 heures d'affilée. Son corps reçut enfin l'autorisation de se reposer pleinement, de relâcher la vigilance qu'il avait maintenue en vie durant toutes ces nuits glacées passées seul. Mais l'histoire de Glace ne s'arrête pas là. Il ne se contenta pas de survivre. Il voulut affronter les hommes qu'il avait abandonnés. Après avoir récupéré au fort Kiowa pendant l'hiver, dormant dans une relative chaleur et sécurité, mangeant régulièrement, guérissant d'une manière impossible lors de sa traversée de la nature sauvage, il repartit au printemps. Il se rendit au fort Henry, puis au fort Atkinson, sur les traces de Fitzgerald et Bridger. Lorsqu'il retrouva Bridger, il choisit la clémence. Le garçon était jeune et avait probablement été contraint par le plus âgé, Fitzgerald. Il ne retrouva jamais Fitzgerald pour assouvir la vengeance qu'il avait pu imaginer, et finit par laisser tomber. Il retourna à la vie qu'il connaissait, piéger, guider, survivre. Glace continua à travailler sur la frontière pendant encore une décennie. Il survécut à d'autres situations critiques, à d'autres hivers rigoureux, à d'autres nuits passées à dormir à la dure dans des conditions impossibles. En 1833, il fut tué avec 2 compagnons lors d'une attaque de guerriers Arikara près de la rivière Yellowstone. Il avait environ 50 ans. Il avait survécu à la plupart des hommes ayant mené ce genre de vie d'au moins 20 ans. Mais c'est cet hiver de 1823, cette progression impossible, qui le définit dans l'histoire. Non pas à cause de la violence à laquelle il a survécu, mais à cause de la persistance silencieuse qu'il a démontrée nuit après nuit, choisissant de se reposer malgré toutes les raisons qu'il avait d'abandonner. Fermer les yeux, enveloppé dans une peau brute sous des étoiles glaciales, seul et brisé, et pourtant se réveiller pour se traîner un peu plus loin. Pour Hugh Glace, le sommeil n'était pas un confort. Ce n'était pas la paix. C'était simplement le refus du corps d'abandonner. Et dans ce refus, il y a quelque chose de presque beau, quelque chose qui parle de l'expérience de la frontière dans sa forme la plus pure. La détermination de se reposer, de se réveiller, de continuer quoi que la nuit apporte. Dans nos lits chauds, à l'abri des prédateurs et des intempéries, il est presque impossible de comprendre ce que Glace a enduré. Mais peut-être qu'en glissant vers notre propre repos ce soir, nous pouvons garder en nous l'image d'un homme qui a dormi dans des conditions qui auraient dû le tuer, et qui s'est pourtant réveillé. Un homme qui a trouvé le repos dans l'inquiétude, qui a survécu à une nuit impossible après l'autre, jusqu'à ce que ces nuits deviennent des jours, et que les jours deviennent des années, et que son histoire devienne une légende. La frontière exigeait énormément de ceux qui la traversaient.
Mais peut-être que l'exigence la plus cruelle était celle-ci. Même au cœur du traumatisme, du danger et du froid qui transperce les os, le corps avait encore besoin de sommeil. Il avait toujours besoin de ces heures de vulnérabilité et d'immobilité. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, des hommes comme Hugh Glass ont trouvé des moyens d'offrir ce repos à leur corps. Bref, fragmenté, insuffisant, mais suffisant. Toujours à peine suffisant. Alors que nous glissons plus profondément dans la nuit d'hiver, détournons-nous du connu pour nous tourner vers les confins du mystère. La frontière était un lieu où la survie pratique rencontrait des traditions anciennes, où les colons européens entraient en contact avec des modes de vie qu'ils ne comprenaient pas, et où le simple acte de dormir se trouvait mêlé au folklore, aux rêves et à des pratiques brouillant la frontière entre le physique et le spirituel. Il existe des questions sur le sommeil hivernal dans le Far West qui n'ont pas de réponse nette. Des fragments de journaux intimes, des découvertes archéologiques dans des fermes abandonnées, des récits transmis de génération en génération. Tout cela suggère une culture du sommeil bien plus étrange et complexe que ne le laisserait penser la simple fatigue et des couvertures froides. Errons ensemble à travers ces mystères, doucement, comme on marcherait dans un paysage d'hiver où le familier devient soudain étrange sous la lumière de la lune. Le tipi, merveille d'ingénierie enveloppée de pratiques spirituelles. Les tribus des plaines, Lakota, Cheyenne, Arapaho et d'autres, survivaient aux hivers de ce territoire depuis des milliers d'années avant l'arrivée des colons européens. Elles possédaient un savoir dont les nouveaux venus avaient désespérément besoin, mais qu'ils ne parvinrent souvent jamais à apprendre pleinement. Et une grande partie de ce savoir était centrée sur le tipi, une structure si ingénieusement conçue pour la survie hivernale qu'elle demeure encore aujourd'hui partiellement mystérieuse. Un tipi correctement construit n'est pas simplement une tente. C'est un environnement soigneusement conçu qui travaille avec le feu, le vent et la température d'une manière qui semble presque magique jusqu'à ce que l'on comprenne la physique en jeu. La forme conique évacue la neige et le vent avec une efficacité remarquable, empêchant les accumulations susceptibles d'effondrer la structure. Les rabats de fumée réglables au sommet créent un effet venturi, aspirant la fumée vers le haut et vers l'extérieur tout en attirant de l'air frais par le bas. La doublure, une seconde couche de peau suspendue à l'intérieur, crée une poche d'air isolante et dirige les courants d'air froid vers le bas et hors des bords. La construction elle-même relevait d'un savoir transmis à travers les générations. Les perches étaient coupées à des périodes précises de l'année, sur des arbres spécifiques, et traitées de manière à les rendre à la fois souples et solides. Les peaux étaient tannées selon des méthodes qui les rendaient respirantes tout en restant résistantes aux intempéries. L'ensemble de la structure pouvait être monté ou démonté en moins d'une heure par une famille expérimentée. Et pourtant, une fois correctement dressée, elle pouvait résister à des vents qui auraient aplati la cabane d'un colon. Mais c'est ici que le mystère s'épaissit. Les peuples autochtones dormaient dans ces tipis durant des nuits d'hiver où les températures descendaient régulièrement bien en dessous de zéro. Et selon de nombreux témoignages, ils dormaient bien, mieux que les colons dans leurs cabanes en rondins. Comment ? Les travaux archéologiques menés sur d'anciens sites de tipis ont révélé certaines réponses. Le positionnement des zones de couchage était précis, jamais directement sous l'ouverture de fumée où l'air froid tombait, mais le long de la courbe arrière, là où la doublure créait la poche la plus chaude. Les familles dormaient sur des plateformes surélevées faites de branches de saule recouvertes de peaux de bison, les isolant du sol gelé. Le feu central, soigneusement entretenu toute la nuit, produisait une répartition de chaleur étonnamment uniforme que la forme conique amplifiait. La superposition des matériaux de couchage suivait des principes que les concepteurs modernes de sacs de couchage reconnaîtraient. Les peaux de bison offraient une isolation qui emprisonnait l'air tout en évacuant l'humidité. Les plateformes de saule permettaient une circulation de l'air en dessous, évitant le froid mortel provenant du contact direct avec la terre gelée. Certains récits évoquent 4 ou 5 couches de peau et de fourrure disposées dans un ordre précis afin de maximiser la chaleur tout en minimisant le poids. Mais il y avait plus que de l'ingénierie. Les sources anthropologiques parlent de rituels du sommeil, de chants entonnés avant de se coucher, de l'orientation soigneuse des lits selon les points cardinaux. Ce n'était pas de simples superstitions, ou peut-être que si, mais des superstitions qui encodaient un véritable savoir de survie. Dormir la tête tournée vers l'ouest, à l'opposé des vents les plus froids, n'était pas seulement une tradition, c'était pratique. La routine du soir elle-même était soigneusement chorégraphiée. À la tombée de la nuit, le feu était renforcé et des pierres étaient chauffées.
Ces pierres étaient disposées autour de la zone de couchage, diffusant leur chaleur tout au long de la nuit. Les enfants étaient emmitouflés en premier et placés dans les endroits les plus chauds. Les adultes s'organisaient autour du périmètre, leur corps formant un brise-vent supplémentaire pour les jeunes et les anciens. Et puis il y a les pratiques liées aux rêves. De nombreuses cultures des plaines accordaient une immense importance spirituelle aux rêves d'hiver. Les longues nuits étaient perçues comme une période où la frontière entre le monde physique et le monde des esprits devenait plus mince. Les gens se préparaient à des rêves significatifs par le jeûne, la prière, ou en dormant avec des objets sacrés, sacs de médecine, pierres particulières, plumes placées sous la tête ou à proximité. Les jeunes hommes se séparaient parfois du camp principal, dormant seuls dans de petites structures ou même à l'air libre sur la prairie, à la recherche de rêves de visions destinés à guider leur vie. Cette pratique était particulièrement courante en hiver, lorsque la rudesse de l'environnement était censée dépouiller l'existence de son superflu et révéler des vérités plus profondes. La question qui hante les chercheurs est la suivante: ces rêves étaient-ils purement spirituels? Ou étaient-ils aussi influencés par les conditions physiques du sommeil hivernal? La fumée des feux entretenus toute la nuit, la réduction de l'oxygène dans les tipis d'hiver hermétiquement fermés, la légère hypoxie due au sommeil en altitude dans les camps hivernaux de montagne, les carences nutritionnelles à mesure que les réserves diminuaient. Tout cela pouvait produire des états de conscience altérés, des rêves vifs, voire de légères hallucinations. On trouve dans les journaux de missionnaires et les carnets de commerçants des récits de peuples autochtones décrivant des rêves d'hiver d'une intensité extraordinaire. Des rêves où ils parlaient avec des animaux, parcouraient de grandes distances, recevaient des prophéties. Les Européens les rejetaient souvent comme de simples superstitions primitives. Mais des chercheurs modernes en sciences du sommeil, lisant ces mêmes témoignages, y reconnaissent des descriptions qui ressemblent fortement aux rêves lucides, à la paralysie du sommeil et aux hallucinations hypnagogiques. Et si la culture du sommeil hivernal des tribus des plaines avait, au fil des générations, appris à travailler avec la conscience altérée que produisaient naturellement les conditions hivernales extrêmes? Et si leurs pratiques oniriques constituaient une réponse sophistiquée à des facteurs environnementaux que les colons européens ne faisaient que subir comme une misère? Les rêves n'étaient pas seulement des expériences individuelles. Ils représentaient un savoir collectif. Un rêve puissant était partagé avec la tribu, interprété par les anciens et parfois mis en action. Les rêves guidaient les stratégies de chasse, avertissaient des dangers, déterminaient le moment des cérémonies. De cette manière, le sommeil devenait non seulement du repos, mais une forme de collecte d'intelligence tribale, un moyen d'accéder à des connaissances inatteignables à l'état de veille. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce savoir était oral, transmis à travers les générations, et une grande partie s'est perdue dans la violence et les bouleversements de la colonisation. Mais le mystère persiste dans les archives archéologiques, dans les récits qui ont survécu, et dans ce fait étrange. Les peuples autochtones semblaient mieux dormir dans des conditions hivernales qui laissaient les colons épuisés et à moitié fous à cause d'un mauvais repos. Les adaptations étranges des colons. Tournons-nous maintenant vers les colons eux-mêmes et les pratiques singulières qui émergèrent alors qu'ils tentaient de survivre à des hivers pour lesquels ils n'étaient absolument pas préparés. Dans les ruines des maisons de tourbe à travers le Nebraska, le Kansas et les Dakota, les archéologues ont mis au jour un objet récurrent. Des pierres de rivière lisses, souvent regroupées par 4 à 6, placées près des endroits où se trouvaient les lits. Ces pierres portent les traces de chauffe répétées, de décoloration, parfois de fissures dues au stress thermique. Nous savons grâce aux journaux intimes que chauffer des pierres dans le feu puis les placer dans les lits était une pratique courante. Mais le mystère réside dans les détails. Certaines pierres ont été retrouvées enveloppées dans des fragments de tissu qui n'auraient pas dû se trouver là. De la soie, du coton fin, des matériaux précieux et rares sur la frontière. Pourquoi envelopper une pierre chauffée dans son plus beau tissu? Certains chercheurs pensent qu'il s'agissait de retenir la chaleur. Plus le tissage est fin, meilleure est l'isolation. D'autres suggèrent qu'il s'agissait d'une forme de pensée magique, d'introduire quelque chose de beau, associé à de meilleurs souvenirs, dans la réalité brutale du sommeil hivernal. Il y a quelque chose de profondément touchant dans ces pierres enveloppées. Imaginez une femme, les mains rugueuses du labeur de la frontière, enveloppant soigneusement une pierre chauffée dans un foulard de soie qu'elle avait apporté de Boston ou de Philadelphie. Ce foulard était peut-être la dernière belle chose qu'elle possédait, le dernier rappel d'une vie plus douce. Et pourtant, elle l'utilisait à cette fin pratique, transformant un objet de luxe en outil de survie. Mais peut-être est-ce plus que pratique.
Peut-être que la soie contre ses pieds la nuit, même enroulée autour d'une pierre, l'aidait à se souvenir qu'elle avait autrefois été quelqu'un qui possédait de la soie, quelqu'un qui vivait dans un monde où ces choses comptaient. Plus étrange encore, certaines pierres ont été retrouvées gravées de symboles rudimentaires, des croix grossières, des cercles, parfois ce qui semble être des initiales. S'agissait-il de marques de propriété dans des espaces de sommeil collectif? De prières littéralement gravées dans des outils de survie? Nous n'en savons rien. Ceux qui ont fait ces marques n'ont laissé aucune explication écrite, et leurs descendants ignorent souvent les histoires. Une théorie suggère que ces pierres marquées étaient transmises entre les membres d'une même famille, chaque pierre attribuée à une personne en particulier. Dans l'obscurité d'une maison de tourbe où l'on ne voyait rien, les entailles permettaient d'identifier sa pierre au toucher. Mais pourquoi les symboles religieux? Pourquoi les motifs parfois élaborés? Il y a dans ces gravures une dimension rituelle qui laisse penser qu'elles signifiaient bien plus qu'une simple identification. On trouve aussi dans des journaux et des lettres envoyées vers l'est des récits de colons qui s'enterraient littéralement dans la paille pour se réchauffer. Pas seulement en utilisant des matelas de paille, mais en s'enfouissant dans des tas de paille comme des animaux en hibernation. Cette pratique apparaît surtout dans les régions où les colons étaient arrivés trop tard pour construire des abris adéquats avant l'hiver, ou là où des tempêtes précoces avaient détruit les structures insuffisantes qu'ils avaient réussi à ériger. Le journal d'une femme du Kansas, daté de 1869, décrit sa famille passant 2 semaines à vivre, comme les souris, dans un immense tas de foin de prairie qu'ils avaient rassemblé, avec seulement une petite ouverture pour l'air et un minuscule feu soigneusement entretenu. Elle écrit les rêves étranges qu'ils faisaient tous, la manière dont le temps semblait se brouiller, le fait de se réveiller sans savoir s'il faisait jour ou nuit. Elle raconte ses enfants riant dans l'obscurité, prenant la situation pour une aventure, alors qu'elle-même était terrorisée à l'idée qu'ils suffoquent ou brûlent. Ses entrées durant ces 2 semaines ont elles-mêmes une qualité onirique. Elle décrit des conversations dont elle n'est pas certaine qu'elles aient réellement eu lieu. Elle écrit avoir entendu de la musique qui ne pouvait pas exister. À un moment, elle est convaincue que plusieurs jours sont passés, avant d'apprendre par son mari qu'il s'est écoulé moins d'une journée. La privation sensorielle liée au fait d'être enfouie dans la paille, combinée à la mauvaise qualité de l'air et à la peur constante à bas bruit, semble avoir produit un état de conscience altéré. Ils ont survécu. Beaucoup de familles dans des situations similaires n'ont pas survécu, mais nous n'avons pas leurs journaux. Le mystère ici est celui de l'adaptation face au désespoir. À quel moment une stratégie de survie devient-elle autre chose, une nouvelle manière de vivre qui n'est ni européenne ni indigène, mais née de la frontière elle-même? Les colons qui s'enterraient dans la paille ne suivaient pas les conseils de leurs traditions agricoles européennes. Ils improvisaient, tentaient tout, devenaient autre chose que ce qu'ils avaient été. Les nuits de « sommeil de mort ». Cette expression apparaît dans plusieurs journaux et lettres de la frontière, toujours en référence à l'hiver. Elle est utilisée sans explication, comme si l'auteur supposait que le lecteur comprendrait. Mais ce n'est pas totalement le cas. D'après le contexte, il s'agissait de nuits d'un froid si extrême que le sommeil devenait dangereux, des nuits où la température chutait à un point tel que ne pas se réveiller devenait une possibilité bien réelle. Certaines entrées suggèrent que, ces nuits-là, les familles se relayaient pour rester éveillées, se surveillant les unes les autres, s'assurant que chacun continuait de respirer, vérifiant les signes de gelure ou d'hypothermie. Les préparatifs pour une nuit de sommeil de mort étaient élaborés. Chaque fissure de la cabane était bourrée de chiffons, de tissus, voire de journaux quand on en avait. Le feu était monté aussi haut que possible sans danger. Toutes les couvertures, courtes pointes et vêtements de rechange du foyer étaient empilés sur la famille endormie. Parfois, plusieurs familles se tassaient dans une seule cabane, partageant la chaleur corporelle et les ressources. Mais d'autres récits suggèrent quelque chose de plus étrange encore. Ils parlent d'une qualité particulière du sommeil lui-même durant ces nuits-là, d'une profondeur, d'une lourdeur, d'un sentiment que ceux qui dormaient partaient très loin. Un fermier du Montana écrit à propos de sa femme lors d'une nuit de sommeil de mort en janvier 1875. « Elle dort si profondément que je dois la secouer fortement pour la réveiller. Sa respiration est lente. Lorsqu'elle se réveille, elle parle de marcher dans des champs d'été qu'elle connaissait enfant dans l'Ohio. Elle est confuse et pense avoir de nouveau 8 ans. Il lui faut du temps pour revenir à elle-même. Cela ressemble à de l'hypothermie, mais cela ressemble aussi à autre chose. La manière dont le froid extrême ralentit le métabolisme peut créer chez l'être humain, qui n'est pourtant pas censé hiberner, un état presque comparable à l'hibernation. Le corps,
poussé à ses limites, trouve d'étranges adaptations. Il existe des récits de personnes se réveillant après des nuits de sommeil de mort sans aucun souvenir de la nuit, comme si ces heures avaient été effacées de leur esprit. D'autres racontent des rêves d'une intensité telle qu'ils semblaient plus réels que la vie éveillée. Certains disent avoir vécu toute une vie en une seule nuit, traversant des années d'expériences imaginées tandis que leur corps reposait, gelé, sous des piles de couvertures. Des revues médicales de médecins de la frontière mentionnent parfois des cas de personnes semblant mortes de froid mais réanimées après des heures de réchauffement. La frontière entre le sommeil et quelque chose de plus extrême devenait terriblement mince durant les hivers de la frontière. Et la réponse culturelle fut cette expression, les nuits de sommeil de mort. Elle reconnaissait le danger tout en le normalisant, en faisant simplement une autre composante de la survie hivernale. L'expression apparaît dans des lettres envoyées vers l'Est, provoquant souvent l'inquiétude des destinataires qui ne comprenaient pas le contexte de la frontière. Une femme écrivit à sa sœur à New York, « Nous avons eu 3 nuits de sommeil de mort la semaine dernière. » La réponse paniquée de la sœur, « Dieu merci, vous avez survécu. » Cela sembla dérouter la femme de la frontière, qui répondit avec étonnement que bien sûr elles avaient survécu. Tout le monde survivait aux nuits de sommeil de mort. Ce n'était que l'hiver. Ce décalage révèle quelque chose d'important. La frontière était en train de créer sa propre culture, son propre langage, sa propre normalisation d'expériences qui aurait été extraordinaire partout ailleurs. Le sommeil communautaire dans les baraquements et les camps. Il y avait aussi les pratiques de sommeil collectif qui apparurent dans les camps miniers, les villes d'élevage et les chantiers de construction ferroviaire. Ce n'étaient pas des communautés traditionnelles. C'étaient des regroupements improvisés d'étrangers, souvent des hommes sans autre lien que le travail partagé. Et pourtant, l'hiver les forçait à une intimité qui aurait été impensable dans d'autres contextes. Les dortoirs étaient construits pour l'efficacité, non pour le confort. De longs bâtiments étroits, avec des couchettes empilées sur 2 ou 3 niveaux le long des murs, un poêle au centre, peut-être 1 ou 2 fenêtres. Lors des pires froids, 50 hommes ou plus pouvaient s'entasser dans un espace prévu pour 30, car la chaleur corporelle était précieuse et personne ne voulait se retrouver dans les bâtiments périphériques plus petits et plus froids. La hiérarchie des couchettes était complexe et souvent conflictuelle. Les couchettes du haut étaient plus chaudes, mais difficiles d'accès et dangereuses en cas de chute. Les couchettes du bas étaient plus faciles à atteindre, mais les plus froides, proches des courants d'air venant de sous la porte. Les couchettes du milieu étaient les plus recherchées, mais aussi les plus susceptibles d'être à côté de quelqu'un qui ronflait ou qui sentait particulièrement mauvais. Les nouveaux arrivaient aux pires emplacements. L'ancienneté permettait d'obtenir de meilleures places. Les récits de voyageurs décrivent ces lieux avec un mélange d'horreur et de fascination. L'odeur était accablante. Corps non lavés, laine humide, fumée de tabac, le seau des latrines qu'on ne pouvait pas vider parce que la porte était gelée. Les bruits étaient constants, ronflements, toux, mouvements incessants d'hommes incapables de trouver une position confortable. Des disputes éclataient à propos du vol de couverture ou de quelqu'un prenant plus que sa part d'espace. La violence dans les dortoirs était courante, mais généralement brève. Un coup échangé, une lutte qui se terminait vite, car aucun des 2 hommes ne pouvait se permettre d'être gravement blessé avec tout l'hiver encore à venir. Il existait des règles tacites. On pouvait se plaindre, on pouvait se disputer, mais on ne blessait pas gravement quelqu'un, car la survie de tous dépendait du fait que chacun reste en état de fonctionner. Mais quelque chose d'étrange se produisait aussi dans ces espaces. Une culture de veille du sommeil émergea. Les hommes synchronisaient inconsciemment leur cycle de sommeil avec ceux de leurs compagnons de couchette. Si l'un faisait un cauchemar et criait, les autres se réveillaient et attendaient qu'il se calme avant de se rendormir. Si quelqu'un cessait de ronfler, toujours un mauvais signe, les hommes proches tendaient la main pour le secouer et le ramener à une respiration plus régulière. Il existe des récits d'hommes dormant en équipe selon un accord préalable. Certains restaient éveillés pour entretenir le feu pendant que d'autres dormaient, puis ils échangeaient les rôles. Mais plus intéressants encore sont les récits de ce phénomène se produisant sans accord, sans discussion. Le groupe s'organisait inconsciemment pour la survie mutuelle. Un cheminot du Wyoming a écrit qu'il s'était réveillé en pleine nuit et avait constaté que des hommes étaient éveillés et montaient la garde selon un schéma, même si personne n'en avait discuté. C'était comme si nous n'étions qu'une seule créature, a-t-il écrit. Un animal doté de nombreux yeux, et certains de ces yeux restaient toujours ouverts.
Les anthropologues appellent cela la vigilance communautaire et on l'observe dans d'autres situations de survie sous stress intense, mais elle est particulièrement bien documentée dans les camps d'hiver de la frontière. Le mystère réside dans la part de coopération consciente et celle de quelque chose de plus primitif. Des humains revenant à une ancienne manière de dormir que nous avons largement perdue en passant à des abris individuels. Nos lointains ancêtres ne dormaient pas seuls dans des chambres privées. Ils dormaient en groupe autour du feu, avec des prédateurs dans l'obscurité alentour. La frontière, à sa manière, recréait ces conditions. Et peut-être qu'un aspect très ancien du comportement humain en matière de sommeil s'est réaffirmé. Les liens formés dans ces espaces de sommeil communautaire étaient complexes. Des hommes qui n'auraient jamais interagi dans la vie normale, de classe, de nationalité et de tempérament différents, devenaient intimement liés par la vulnérabilité partagée du sommeil. On savait qui ronflait, qui faisait des cauchemars, qui parlait en dormant, qui pleurait silencieusement quand il pensait que personne ne l'entendait. Certains de ces liens persistaient au-delà de l'hiver. Des hommes ayant partagé un dortoir pendant un hiver difficile se recherchaient les années suivantes, se faisaient confiance dans les affaires, se défendaient mutuellement lors de conflits. L'intimité du sommeil hivernal créait des relations qui transcendaient les frontières sociales habituelles. Le phénomène des rêves partagés, les rêves d'hiver eux-mêmes méritent attention. Plusieurs sources aux journaux, lettres, et même quelques articles de presse parlent de personnes ayant vécu des rêves extraordinairement vifs pendant les hivers de la frontière. Des rêves si réels que les gens se réveillaient confus, ne sachant plus distinguer mémoire et imagination. Des rêves partagés où plusieurs personnes dans la même cabane ou dortoir rapportaient rêver de choses similaires. Une institutrice du Wyoming écrivit en 1878 qu'une nuit, elle et ses 2 élèves pensionnaires avaient toutes rêvé d'une femme vêtue de blanc traversant la neige. Elles comparèrent leurs rêves le matin et furent troublées de constater que les détails correspondaient. La chevelure de la femme, la direction qu'elle prenait, même la chanson qu'elle fredonnait. L'institutrice, éduquée et rationnelle, tenta de rejeter cela comme une coïncidence, mais elle était clairement ébranlée. Elle passa des pages dans son journal à essayer de rationaliser l'événement, proposant puis écartant diverses explications. La science moderne du sommeil offre quelques explications. Le monoxyde de carbone des feux mal ventilés peut provoquer des hallucinations et des états modifiés partagés. La malnutrition fréquente en fin d'hiver réduit le taux de sérotonine, affectant la vivacité des rêves. L'isolement social et le manque de stimulation externe rendent les gens hyper concentrés les uns sur les autres, favorisant peut-être la suggestion inconsciente et l'imagerie partagée. La science des espaces de sommeil partagés suggère aussi des mécanismes. Les personnes en proximité influencent les phases de sommeil des autres par les sons et les mouvements. Si quelqu'un entre en sommeil paradoxal et commence à bouger ou à émettre des sons, les dormeurs à proximité peuvent eux aussi être déclenchés en sommeil paradoxal. Si tout le monde entre en sommeil paradoxal à des moments similaires et qu'ils ont passé la journée ensemble avec peu de stimulations extérieures, il n'est pas impossible que leurs rêves présentent un contenu chevauchant. Mais il est également possible que ces rêves aient servi une fonction. Pendant les longs mois sombres et isolés de l'hiver, les rêves devenaient une forme de divertissement, d'évasion, de maintien de la santé mentale. Les gens discutaient en détail de leurs rêves, enrichissant les récits des uns et des autres, créant une vie imaginative partagée rendant la dure réalité physique plus supportable. Certaines communautés frontalières développèrent des traditions autour du récit des rêves d'hiver. Le matin, au petit déjeuner, les gens partageaient ce qu'ils avaient rêvé. Les meilleurs rêves, les plus étranges, les plus vifs, les plus réconfortants, étaient racontés et enrichis. À la fin de l'hiver, ces rêves étaient devenus presque des histoires mythologiques qui liaient la communauté. Les enfants attendaient particulièrement le moment du récit des rêves. Dans un monde où le divertissement était rare, où les livres étaient coûteux et rares, où les mêmes histoires avaient été répétées maintes fois, les rêves neufs constituaient une source de récits nouveaux. Les enfants enrichissaient parfois leurs rêves en ajoutant des détails pour les rendre plus intéressants, et les adultes s'y prêtaient, comprenant que la véracité du rêve importait moins que sa capacité à les faire traverser un jour de plus. Ce phénomène n'était pas unique à la frontière. De nombreuses cultures ont des traditions de partage des rêves, mais il y a quelque chose de particulier dans la manière dont cela se manifestait dans les camps d'hiver du Far West. Les rêves prenaient des qualités du paysage, vaste, vide, étrange. Les gens rêvaient de marcher à travers une neige sans fin sous des étoiles impossibles, de rencontrer des loups qui parlaient, de trouver l'été caché dans des grottes sous la glace.
Il y avait dans ces rêves partagés une nostalgie palpable, même à travers les brèves descriptions qui nous sont parvenues. Les gens rêvaient de chaleur, d'abondance, de foyer. Mais ils rêvaient aussi de beauté, d'émerveillement, du paysage lui-même transformé en quelque chose de magique. La prairie, dure et mortelle dans la vie éveillée, devenait dans les rêves un lieu de mystère et de possibilités. N'était-ce que des rêves? Ou constituait-il une adaptation psychologique, un moyen de survivre non seulement physiquement mais aussi mentalement durant des mois de difficulté? L'esprit créant beauté et mystère pour équilibrer la laideur du froid, de la faim et de la peur. Mystères archéologiques. Les sites archéologiques continuent de livrer des énigmes. Dans les vestiges d'une ferme du Montana des années 1870, les chercheurs ont trouvé une alcôve de sommeil intégrée dans le mur de la cabane qui ne devrait pas exister. Elle est trop petite pour un adulte, trop soigneusement construite pour être un simple ajout. Les pierres la recouvrant montrent des traces de chauffe et des marques de brûlure suggérant de petits feux réguliers, mais sa position ne correspond pas à celle d'un lit d'enfant. Trop proche du plafond, presque comme une étagère. L'alcôve mesure à peine 1,50 m de long et moins d'1 mètre de large. Un adulte devrait se recroqueviller presque en position fétale pour y tenir. Et pourtant, elle est doublée de galets soigneusement fixés. Un niveau d'effort de construction qui semble excessif pour un si petit espace. Les marques de brûlure suggèrent que quelqu'un y faisait régulièrement de petits feux, ce qui paraît incroyablement dangereux vu l'espace confiné et la proximité des poutres en bois. La théorie actuelle est qu'une personne, probablement une femme, d'après les artefacts trouvés à proximité où y dormait. Mais pourquoi? La position élevée aurait été plus chaude, car la chaleur monte, mais elle aurait aussi été plus dangereuse, plus exposée à la fumée. C'est un mystère de priorité, de ce qui a poussé quelqu'un à construire cet étrange espace de sommeil. Une possibilité est une claustrophobie inversée, que quelqu'un ait trouvé du réconfort dans cet espace étroit semblable à un utérus. Une autre est que la personne était malade ou blessée et devait être séparée du reste de la famille tout en restant au chaud. Une possibilité plus sombre est que ce fût un refuge, un endroit pour se retirer d'une situation abusive, bien que cela reste pure spéculation. Des bizarreries similaires apparaissent sur d'autres sites, des quartiers de sommeil creusés sous des cabanes, accessibles uniquement par une échelle, de minuscules espaces clos construits à l'intérieur de pièces plus grandes comme des boîtes dans des boîtes. Ces aménagements étaient-ils des réponses à des conditions spécifiques ou des signes de stress psychologique se manifestant sous forme d'architecture étrange? Sur un site du Dakota du Nord, les archéologues ont découvert ce qui semblait être une fosse de sommeil, un trou rectangulaire creusé dans le sol d'une maison en terre, d'environ 1 mètre de profondeur et juste assez grand pour une personne allongée. Les parois de la fosse étaient tapissées d'herbes de prairie, et il restait des vestiges d'un couvercle en bois qui pouvait être tiré pour couvrir le dessus. La personne dormant dans cette fosse se trouvait sous le niveau du sol, dans l'obscurité totale une fois recouverte, entourée de terre de tous côtés. Pourquoi quelqu'un aurait-il construit et utilisé un tel espace? La seule explication logique est le froid extrême. Être partiellement enterré fournissait une isolation et la terre maintient une température plus stable que l'air. Mais les implications psychologiques sont troublantes, choisir d'être enterré vivant chaque nuit plutôt que d'affronter le froid à l'air libre. Nous trouvons les artefacts du sommeil, mais il est difficile de comprendre l'expérience elle-même. Les pierres chauffées, les alcôves surélevées, les dortoirs partagés, les fosses de sommeil souterraines. Ils nous disent que les gens tentaient désespérément de survivre aux nuits d'hiver. Mais la texture exacte de cette expérience, la sensation d'être à l'intérieur de ces moments, reste hors de portée. Le poids de l'obscurité, peut-être le mystère le plus profond, c'est de savoir comment les humains survivent mentalement à l'obscurité elle-même. Les humains modernes, habitués à la lumière électrique, peuvent à peine imaginer ce que signifiait la véritable obscurité hivernale sur la frontière. De 16 ou 17 heures jusqu'à 7 ou 8 heures du matin, 15 heures d'obscurité. Et il n'était pas possible de brûler des bougies ou de l'huile de lampe pendant toutes ces heures. La majeure partie du temps se passait donc dans l'obscurité, avec seulement la faible lueur des braises pour éclairer. Que faire de 15 heures de nuit après nuit pendant 4 ou 5 mois? On ne peut pas lire. On ne peut pas travailler. On ne peut que parler un certain temps. On dort donc, mais personne ne dort 15 heures par nuit, même en hiver. Les habitudes de sommeil historiques avant l'éclairage électrique différaient des habitudes modernes. Les gens dormaient en 2 phases,
premier sommeil et second sommeil, avec une période de veille calme entre les deux. Les journaux de la frontière suggèrent que ce schéma était courant, peut-être même intensifié par la longue obscurité hivernale. Les gens dormaient 3 ou 4 heures, se réveillaient naturellement vers minuit, passaient 1 ou 2 heures en veille tranquille, priant, réfléchissant, parfois parlant doucement avec d'autres éveillés, puis retournaient dormir jusqu'au matin. Ce n'était pas de l'insomnie. C'était normal, attendu, même valorisé. Le réveil de minuit était considéré comme un moment paisible et contemplatif. Ce schéma de sommeil biphasique apparaît à travers les cultures et l'histoire, mais il était particulièrement prononcé sur la frontière. La longue obscurité le rendait presque inévitable. On s'endormait peu après la tombée de la nuit, épuisé par le travail de la journée, mais 4 heures plus tard, on se réveillait alors qu'il restait encore 8 ou 9 heures avant l'aube. Certaines personnes utilisaient ce temps éveillé de manière productive. Les femmes réalisaient des travaux manuels silencieux au toucher, tricotant ou raccommodant, leurs doigts si familiers avec l'ouvrage qu'aucune lumière n'était nécessaire. Les hommes sculptaient, créant de petits objets en bois uniquement au toucher. D'autres priaient, récitant des prières et des hymnes mémorisés dans le silence de la nuit. Mais à quoi pensait-il pendant ces heures éveillées dans l'obscurité? Que fait l'esprit humain avec autant de temps vide? Nous ne pouvons que deviner à partir des rares récits qui en parlent. Certains planifiaient le printemps, parcourant mentalement des listes de tâches. D'autres décrivaient un état méditatif, proche du sommeil mais conscient. Certains écrivaient sur la prière, sur le sentiment de proximité avec Dieu ou les esprits dans l'obscurité. Et d'autres décrivaient la peur, le poids oppressant de l'obscurité, la sensation du froid et de la nuit qui pressait, comptant les heures jusqu'à l'aube, luttant contre la panique face à la lenteur du temps. Il existe des récits de personnes perdant la raison dans l'obscurité hivernale. Un colon du Kansas racontait qu'un voisin s'était mis à crier la nuit, convaincu que l'obscurité était vivante et essayait de l'étouffer. Un journal du Wyoming mentionne une femme qui cessa de parler complètement pendant 3 mois, ne reprenant une conversation normale qu'à l'arrivée du printemps. L'isolement, l'obscurité et le froid se combinaient pour briser les gens d'une manière que les seuls efforts physiques n'auraient pas pu provoquer. Le mystère réside dans la façon dont cela a façonné les personnes qui l'ont vécu. Comment des mois d'obscurité prolongée affectaient-ils leur esprit, leurs rêves, leur perception d'eux-mêmes? Nous savons que le trouble affectif saisonnier était sans doute courant, même s'il n'avait pas de nom pour le désigner. Les taux de suicide élevés pendant les hivers frontaliers montrent que tout le monde ne survivait pas psychologiquement, mais la plupart des gens survivaient. Ils enduraient l'obscurité, le froid, le sommeil terrible, et ils émergeaient de l'autre côté lorsque le printemps arrivait enfin. Puis ils recommençaient l'année suivante. Quelque chose dans l'esprit humain est suffisamment résilient pour affronter cela sans se briser. Ou peut-être que certaines personnes se brisaient, mais elles apprenaient à fonctionner malgré tout, à trouver de petits moments de repos et de paix, même dans des circonstances insupportables. À l'arrivée du printemps, le changement était spectaculaire. Les journaux parlent de personnes pleurant de soulagement au premier jour chaud, d'enfants courant dehors et refusant de rentrer, d'adultes se tenant au soleil, le visage tourné vers le ciel comme des fleurs, absorbant la lumière dont ils avaient été privés si longtemps. Les habitudes de sommeil se normalisaient progressivement à mesure que les jours s'allongeaient. Les rêves partagés s'estompaient. Les liens intenses formés dans les dortoirs d'hiver se relâchaient, sans jamais disparaître complètement. Les gens quittaient leur quartier d'hiver exigu, aéraient les couvertures, démontaient les systèmes d'isolation élaborés qu'ils avaient construits. Puis l'été passait, l'automne arrivait, et les premières nuits froides rappelaient à tous que l'hiver revenait. Et ils recommençaient les préparatifs, sachant ce qui les attendait et ce que cela leur coûterait. Et pourtant, ils restaient. Ils enduraient. Ils s'adaptaient. La culture du sommeil hivernal de la frontière est née de la nécessité. Mais elle est devenue quelque chose de plus, une expérience partagée qui unissait les gens, les testait et les transformait, révélant à la fois la fragilité et l'extraordinaire résilience de la capacité humaine à se reposer même dans les conditions les plus hostiles. En nous enfonçant dans notre propre nuit, nous pouvons peut-être emporter ces mystères avec nous, les pierres chauffées enveloppées de soie, les nuits de sommeil mortel, les rêves partagés dans des dortoirs bondés, les alcôves étranges qui défient toute logique, les 15 heures d'obscurité et ce que les gens en faisaient. Ce ne sont pas seulement des curiosités historiques. Ce sont des fenêtres sur l'adaptabilité humaine, sur notre capacité à créer du sens et des stratégies de survie dans des circonstances impossibles. Les dormeurs hivernaux de la frontière n'enduraient pas seulement.
Ils improvisaient. Ils s'adaptaient. Ils empruntaient la sagesse des peuples autochtones, inventaient de nouvelles pratiques, d'une manière ou d'une autre, parvenaient à trouver le repos. Pas un repos confortable, pas un repos paisible, mais suffisamment pour se réveiller à nouveau, continuer, survivre une journée et une nuit de plus. Et dans cette survie, dans ces heures de sommeil volées, contre toute attente, il y a quelque chose de profond. Un témoignage de la détermination obstinée des êtres humains à se reposer, à rêver, à fermer les yeux même dans l'obscurité la plus froide. Les pierres chauffées témoignent de la tendresse au milieu de la brutalité, du soin apporté à envelopper des roches rugueuses dans de la soie précieuse, du rituel consistant à les chauffer dans les flammes, du petit réconfort qu'elles offraient pendant les nuits glaciales. Les nuits de sommeil mortel révèlent l'acceptation lucide du danger par nos ancêtres. Leur refus d'être paralysés par la peur, tout en reconnaissant que le sommeil lui-même pouvait être fatal. Les rêves partagés montrent des humains cherchant la connexion et le sens même dans les circonstances les plus sombres, construisant des mondes imaginaires communs quand le monde physique n'offrait que l'adversité. Les alcôves étranges et les fosses souterraines montrent que les gens étaient prêts à tenter n'importe quoi, à expérimenter les solutions les plus bizarres si elles pouvaient apporter chaleur ou repos. Les 15 heures d'obscurité nous rappellent que nos ancêtres vivaient dans un monde sensoriel complètement étranger au nôtre, où les rythmes naturels dominaient et où la lumière artificielle était un luxe rare, non une présence constante. Les mystères restent doux et lointains comme la neige qui tombe. Nous ne saurons jamais pleinement ce que c'était, mais peut-être, en nous abandonnant ce soir à notre sommeil chaud, pouvons-nous honorer ceux qui dormaient dans le froid et admirer le fait qu'ils l'ont fait. Ils ont dormi, ils se sont réveillés et ils ont survécu. Pendant des mois d'obscurité et de froid qui auraient dû être insupportables, ils ont trouvé des moyens de reposer leur corps et leur esprit. Ils ont créé des pratiques et des rituels autour du sommeil pour les aider à tenir. Ils ont partagé la chaleur, partagé les rêves, partagé les longues heures sombres. Et quand le printemps arrivait, ils avaient traversé un autre hiver. Cette survie n'était pas certaine. Beaucoup sont morts. Beaucoup d'autres ont été irrémédiablement changés, blessés d'une manière qui ne guérit jamais complètement. Mais le simple fait que les communautés frontalières aient persisté, que les familles reviennent année après année affronter un nouvel hiver, témoigne de quelque chose de remarquable dans l'esprit humain. Nous sommes des créatures qui ont besoin de repos, qui doivent dormir même dans des conditions impossibles. Et nous trouvons des moyens de le faire, peu importe à quel point ces moyens sont étranges ou désespérés. La culture du sommeil hivernal de la frontière du Far West nous montre cette vérité dans sa forme la plus sombre. Les humains, au bord de la survie, ferment encore les yeux. Toujours en train de rêver, toujours en espérant l'aube. Alors que la lumière du matin perce enfin le paysage gelé de notre voyage, tournons notre attention vers un autre type de sommeil hivernal, vécu dans une chaleur relative, dans un confort importé, derrière des portes fermées à clé et des fenêtres munies de véritables vitres. Car si la plupart des habitants de la frontière frissonnaient pendant les nuits d'hiver dans des cabanes mal isolées et des dortoirs bondés, un petit nombre jouissait de privilèges qui semblaient presque obscènes en comparaison. Pourtant, même leur sommeil était touché par la main froide de la frontière. Même la richesse ne pouvait entièrement protéger contre l'hiver dans le Far West. Et dans le contraste entre leur expérience et celle du dormeur ordinaire, nous trouvons la pleine dimension de la vie frontalière, ses inégalités, ses fragilités, ces moments étranges où le privilège s'efface et où tout le monde devient également humain face au froid. À Denver, pendant l'hiver de 1875, le nouvellement construit Brown Palace Hotel se dressait comme un monument à la conquête de la civilisation sur la nature sauvage. Son ouverture avait été retardée par les intempéries. Les premières neiges rendaient la construction impossible, mais en décembre, il accueillait ses premiers clients dans des chambres promettant un confort inimaginable pour ceux vivant à quelques kilomètres seulement des limites de la ville. Les chambres étaient meublées de lits en laiton expédiés depuis Chicago, de matelas garnis de véritables duvets d'oie plutôt que de paille de prairie, et de couettes cousues par des couturières professionnelles plutôt que rapiécées avec des morceaux de tissu. Chaque chambre disposait d'une cheminée avec un registre fonctionnel, contrôlant le flux de fumée et de chaleur avec une précision dont les habitants de cabanes en terre ne pouvaient que rêver. Les fenêtres étaient en double vitrage, un luxe si extrême que les clients restaient parfois simplement à les admirer, fascinés par la clarté, par la manière dont elles retenaient le vent sans le sifflement constant des courants d'air. Mais voici ce que les publicités de l'hôtel ne mentionnaient pas. Même dans ces belles chambres, dormir en hiver sur la frontière n'était jamais totalement sûr.
Les cheminées, malgré leur supériorité, nécessitaient du bois, et les stocks pouvaient être interrompus par des tempêtes. Le personnel chargé de maintenir les feux dans les chambres des clients travaillait sans relâche, mais pendant les nuits les plus froides, ils ne pouvaient pas suivre. Les clients se réveillaient pour découvrir leur souffle embrumé dans l'air, leur pichet d'eau gelée, le givre formé à l'intérieur de ces fenêtres coûteuses. Un client, investisseur ferroviaire de Boston, écrivit dans son journal s'être réveillé à 3 heures du matin et avoir trouvé sa chambre froide comme une tombe, le feu étant éteint pendant son sommeil. Il sonna pour demander du service, un autre luxe, avoir quelqu'un à qui demander, mais le personnel de nuit était débordé. Chaque chambre nécessitait une attention simultanée. Il attendit 1 heure, enveloppé de toutes les couvertures de son lit et de son manteau, avant qu'un garçon fatigué n'arrive avec du bois et du charbon pour rallumer son feu. J'ai pensé aux mineurs que j'avais vus cet après-midi-là, dormant dans leurs abris rudimentaires dans les montagnes, écrivit-il, ressentant à la fois de la honte pour ses plaintes et de la gratitude de ne pas être parmi eux. Étrange de se trouver tous dans le même territoire, mais de vivre des hivers si différents. Cette conscience, cette perception particulière de la fracture traverse de nombreux récits sur le sommeil des élites de la frontière. Les riches ne pouvaient s'empêcher de savoir quelles étaient les conditions au-delà de leurs murs confortables. Ils le voyaient chaque jour. Leurs domestiques venaient de ces cabanes mal isolées. Leurs cochers dormaient dans des écuries à peine plus chaudes que l'extérieur. L'écart entre leur sommeil et celui du dormeur ordinaire de la frontière était visible, tangible, impossible à ignorer. À Deadwood, pendant les années de la ruée vers l'or, un autre type d'élite émergea. Des hommes ayant fait fortune soudainement et de manière spectaculaire, et qui dépensaient leurs richesses nouvellement acquises de manière à révéler à la fois imagination et désespoir. L'un d'eux, Samuel Granger, fit sa fortune en achetant pour presque rien une concession d'un prospecteur découragé. En 6 mois, il construisit une maison que les habitants appelaient Granger Folly, une structure à 2 étages avec de véritables planchers en bois, des murs enduits de plâtre et une chambre à l'étage avec un poêle en fonte importé de Saint-Louis. Son lit était légendaire. Il l'avait commandé à un fabricant de meubles de San Francisco et l'avait fait expédier en pièces par le Missouri puis par chariot à un coût extraordinaire. En acajou, avec des montants atteignant presque le plafond et un dé de rideaux en velours pouvant être tirés pour créer un espace chaud et sombre dans un espace. Le matelas était en crin de cheval sur ressort, de vrais ressorts, pas des cordages, et il disposait de draps en coton égyptien et de couvertures en laine mérinos. Selon les standards de la frontière, ce lit était un palais. Ceux qui le voyaient en parlaient sur un ton étrange. Dormir dans un tel luxe, dans une telle chaleur, au milieu de l'hiver de Deadwood, semblait sortir d'un conte de fées. Mais Granger lui-même, dans une lettre à sa sœur à Philadelphie, décrivait son sommeil comme troublé. Le silence ici est différent de celui de la maison. Il écrivait, ce n'est pas un silence paisible. C'est un silence d'attente. Je suis allongé dans mon beau lit et j'entends le vent et c'est qu'il essaie de pénétrer. La maison craque et se déplace. Je pense aux hommes dormant à la dure dans les ravins et je me sens étrange dans mon confort, pas exactement coupable, mais étrange, comme si je jouais à la civilisation pendant que le vrai monde attend juste dehors. Il ajoutait que malgré sa chambre chaude et son lit confortable, il se réveillait souvent la nuit et ne pouvait pas se rendormir. Il allumait une lampe et lisait ou restait simplement à réfléchir. Le confort, suggérait-il, était presque trop. Son corps ne lui faisait pas confiance. Une partie de lui restait en alerte, attendant le retour du froid, que le luxe se révèle temporaire. Cette agitation apparaît dans d'autres récits de l'élite frontalière. Une sorte d'incapacité psychologique à se détendre complètement, même lorsque les conditions physiques étaient favorables, comme si dormir trop confortablement semblait dangereux, comme baisser sa garde en territoire ennemi. Les vraiment riches, les barons du chemin de fer, les grands propriétaires de ranch, les gouverneurs territoriaux, maintenaient souvent 2 résidences. Ils avaient leurs belles maisons dans des villes en pleine expansion comme Denver, San Francisco, ou même de retour à l'Est. Mais ils possédaient également des propriétés frontalières nécessitant leur présence pour affaires. Et les voyages hivernaux entre ces propriétés devenaient une épreuve particulière, où la richesse offrait des options, mais pas l'immunité. Une femme nommée Caroline Mason, épouse d'un baron du bétail possédant de vastes étendues dans le Wyoming, tenait des journaux détaillés de ses déplacements hivernaux entre leur maison de Denver et le siège de leur ranch. Le contraste entre ces lieux de sommeil nuit après nuit est presque comique par son extrême.
À Denver, elle dormait dans un lit à baldaquin avec un matelas de plumes dans une chambre chauffée par un four moderne à charbon diffusant la chaleur à travers des registres métalliques. Ses chemises de nuit étaient en soie et en flanelle, ses chaussons de chambre doublés de fourrure de lapin. Une domestique réchauffait ses draps avec une grande poêle en laiton remplie de charbon avant qu'elle se couche. Mais lorsque les affaires appelaient son mari au nord, jusqu'au ranch, elle l'accompagnait. Et là, elle dormait dans des relais de diligence, des bâtiments rudimentaires où une douzaine de voyageurs pouvaient se serrer dans une seule pièce, partageant des lits avec des inconnus, espérant que les puces ne seraient pas trop nombreuses. Elle dormait dans des chambres d'hôtel dans les villes de bétail où les murs étaient si fins qu'elle entendait les conversations des chambres voisines et où la chaleur du poêle était réglée par celui qui se réveillait le premier, pas selon sa préférence. Une fois, lors d'une tempête qui avait immobilisé leur diligence à moitié enfouie dans la neige, elle s'était blottie avec les autres passagers sous toutes les couvertures et manteaux disponibles. « J'ai dormi dans les plus beaux hôtels de New York et de Paris », écrivait-elle après cet incident. Et j'ai dormi dans une diligence gelée à écouter les loups. Parfois, ces expériences étaient séparées par seulement quelques semaines. Ce territoire rend étrangement démocratique, du moins en hiver. Ces journaux révèlent quelque chose d'important. La richesse sur la frontière était précaire. Elle pouvait acheter le confort, mais ce confort était conditionnel. Toujours menacée par la météo, les voyages, les réalités simples de la distance et de l'isolement, l'élite ne pouvait pas complètement se soustraire à la rudesse de la frontière. Elle ne pouvait que négocier avec elle, trouvant des moments de douceur au sein de schémas plus larges de difficultés. Les rituels sociaux autour du sommeil parmi l'élite frontalière sont fascinants. Dans les villes établies, à l'arrivée de l'hiver, les riches se réunissaient pour des soirées s'étendant tard dans la nuit, dîners, parties de cartes, concerts dans des salons chauffés par des poêles consommant le bois à un rythme prodigieux. Ces réunions servaient en partie à divertir et en partie à défier l'obscurité hivernale, affirmant que la civilisation pouvait maintenir ses rythmes même ici, même maintenant. Mais elles avaient aussi une fonction pratique. Rentrer chez soi après de tels événements à travers des rues sombres et glaciales était dangereux. Les familles hôtes proposaient donc souvent à leurs invités de passer la nuit. Cela créait une intimité particulière, où les pairs sociaux se retrouvaient à dormir dans la même maison, parfois partageant chambre ou même lit selon l'ancienne tradition du « bundling » que beaucoup pensaient révolue depuis des siècles. Une mondaine de Denver, Margaret Whitfield, décrivait dans sa correspondance la gêne de se réveiller dans une chambre d'invité avec du givre aux fenêtres et le feu éteint, puis de devoir descendre en robe de la veille pour rejoindre ses hôtes au petit déjeuner. Tout le monde faisant semblant que la situation était parfaitement normale et digne. « Nous maintenons les formes », écrivait-elle, même lorsque les conditions les rendent quelque peu absurdes. « Nous nous habillons pour le dîner, même si nous dormirons ensuite dans nos vêtements. Nous utilisons la belle vaisselle même lorsque l'eau est gelée et que la lessive doit attendre le printemps. Il y a du confort dans les rituels, je suppose, même quand ils n'ont aucun usage pratique. » Cette performance de la civilisation, cette insistance à maintenir des standards même dans des conditions difficiles, était au cœur de l'identité de l'élite sur la frontière. Le sommeil faisait partie de cette performance. Il fallait se retirer à une heure respectable pour préserver intimité et dignité, pour se réveiller reposé et convenablement vêtu. Le fait que cela fût souvent impossible n'empêchait pas les gens d'essayer. L'architecture des espaces de sommeil de l'élite raconte sa propre histoire. Dans les grandes maisons qui subsistent de cette époque, les chambres révèlent beaucoup. Elles étaient situées aux étages supérieurs, ce qui aurait dû les rendre plus chaudes, la chaleur monte, mais aussi plus exposées au vent. Elles avaient de multiples fenêtres, apportant lumière et air, mais laissant aussi entrer le froid. Ces chambres étaient souvent étonnamment petites, malgré la grandeur globale de la maison. Pourquoi ? Parce que les petites pièces étaient plus faciles à chauffer. Même les riches comprenaient cette réalité pratique. On pouvait disposer d'un grand salon ou d'une salle à manger pour recevoir, mais la chambre, où l'on passait ses heures les plus vulnérables, restait compacte. Beaucoup de maisons d'élite comportaient des vérandas pour dormir, des espaces clos mais non chauffés où l'on croyait que l'air froid et frais était plus sain que l'air chaud et vicié. C'était une théorie de santé à la mode à la fin du VIe siècle, et la richesse frontalière l'adoptait avec enthousiasme. Peut-être en partie parce que cela permettait de présenter le fait de dormir dans le froid comme un choix de santé sophistiqué plutôt qu'une nécessité. Une de ces vérandas pour dormir subsiste dans un manoir du Montana, aujourd'hui musée. Elle est vitrée sur 3 côtés avec un lit étroit et une petite table.
Une plaque indique que la maîtresse de maison y dormait toute l'année, croyant que cela prévenait la consomption et favorisait la vitalité. La plaque ne mentionne pas que la chambre adjacente, avec sa grande cheminée et ses lourds rideaux, était également utilisée par son mari. Ils dormaient séparément, lui dans la chaleur, elle dans le froid, chacun croyant avoir fait le bon choix pour sa santé. Les visiteurs modernes trouvent souvent cela déroutant, mais cela révèle quelque chose d'important sur la manière dont les gens comprenaient le sommeil et la santé à cette époque. Le confort n'était pas toujours l'objectif. Parfois, l'inconfort était même recherché, considéré comme fortifiant. L'élite pouvait se permettre de faire ses choix. Les pauvres, eux, subissaient simplement les conditions qu'ils avaient. Les quartiers des domestiques dans les maisons d'élite de la frontière présentent leur propre contraste triste. Alors que leurs employeurs dormaient dans des chambres avec cheminée et belles literies, les travailleurs domestiques étaient logés dans les greniers, les sous-sols ou des dépendances séparées où les conditions hivernales étaient à peine meilleures que dans les cabanes rudimentaires des colons. Une cuisinière nommée Marie Chen, qui travaillait pour une famille riche à Sacramento mais les accompagnait dans leur ranch estival dans les contreforts de la Sierra Nevada, écrivait à sa sœur à San Francisco, décrivant les dispositions. Les chambres de la famille avaient des lits à plumes et des couvertures en laine. Les quartiers des domestiques, un grenier aménagé dans une grange, avaient des matelas de paille et les couvertures que chaque servante avait apportées avec elle. Ils ne pensent pas que nous ressentons le froid comme eux, écrivait-elle. Ou peut-être y pense-t-il mais trouve inconvenant d'y remédier. Je partage un lit avec 2 autres filles pour avoir chaud. Nous dormons habillés. Le matin, l'eau dans la bassine est gelée, et nous devons la réchauffer sur une bougie avant de pouvoir nous laver. Ensuite, nous descendons servir le petit déjeuner dans la salle à manger chauffée, et ils se plaignent si la nourriture n'est pas assez chaude. Cette description factuelle des inégalités traverse de nombreux récits de domestiques. La colère y est rarement exprimée, ou si elle l'est, elle est modérée, prudente. Plus souvent, c'est une sorte d'acceptation lasse, c'est ainsi que les choses sont. Les riches dorment au chaud, les pauvres dorment au froid, et tout le monde le sait. Mais parfois, les circonstances créaient des moments d'égalité forcée. Lors de tempêtes de neige sévères, lorsque maintenir plusieurs feux devenait impossible, les foyers se regroupaient parfois. Familles et domestiques se pressaient dans 1 ou 2 pièces où un grand feu unique pouvait être entretenu. Ces situations d'urgence brisaient les barrières sociales de manière à la fois nécessaire et profondément inconfortable pour tous. La fille d'un juge territorial décrivit une telle situation dans son journal, une tempête en 1882 qui bloqua leur maison pendant 5 jours. Nous avons tous dormi dans le salon, écrivait-elle, nos matelas étalés autour de la grande cheminée. Père et mère, mes sœurs et moi, ainsi que notre cuisinière, Madame Patterson, et notre femme de chambre, Annie. La première nuit était indescriptiblement étrange. Nous ne savions où regarder ni comment nous comporter, mais au 3e soir, nous étions simplement des êtres humains maintenant la vie des uns et des autres, et l'étrangeté s'était estompée. J'ai appris qu'Annie ronfle et que Madame Patterson prie à voix haute avant de dormir, et ces petites intimités auraient été impensables avant la tempête. Lorsque le temps se clarifia et que les arrangements normaux reprirent, elle nota que chacun semblait soulagé de retrouver sa place. Pourtant, quelque chose avait changé. Je ne peux plus voir Annie sans me souvenir d'elle allongée à côté de nous à la lueur du feu. Nous ne sommes plus les mêmes en tant qu'égales, mais nous ne sommes plus aussi séparés qu'avant. Les enfants de l'élite frontalière avaient leur propre relation particulière avec le sommeil hivernal. Beaucoup étaient envoyés à l'Est pour leur éducation, passant les hivers dans des pensionnats mieux chauffés et aux conditions plus prévisibles. Mais ceux qui restaient expérimentaient une étrange dualité, le confort de leur propre maison mêlé à la conscience de la réalité plus large de la frontière. Un garçon nommé Thomas Everett, fils d'un propriétaire de mine au Colorado, écrivit dans une rédaction scolaire sur ses nuits d'hiver. Chez lui, il disposait d'une chambre à lui, un luxe que la plupart des enfants frontaliers ne connaissaient pas. Son père avait installé un petit poêle dans sa chambre, et il avait des couettes chaudes et un oreiller de plumes. Mais il écrivait aussi qu'il restait éveillé à écouter le vent, pensant aux mineurs travaillant sur les concessions de son père, sachant qu'il dormait dans des baraquements rudimentaires dans les montagnes. « Je me sens coupable de mon confort », écrivait-il avec la franchise de l'enfance, mais assez pour y renoncer. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Je ne sais pas. Père dit que nous avons mérité notre confort par le travail et le risque. Mais moi, je n'ai ni travaillé ni pris de risque. Je suis simplement né dedans.
Cette conscience, cette prise de conscience du privilège non mérité traverse les récits des enfants de l'élite frontalière. Ils étaient élevés pour comprendre que leur confort n'était pas universel, pas garanti, pas entièrement mérité. Et cela modelait leur sommeil, ajoutant une couche de complexité psychologique à ce qui aurait dû être un simple repos. À mesure que l'ère frontalière progressait dans les années 1880 et 1890, l'écart entre les expériences de sommeil de l'élite et celles des autres s'élargissait à certains égards et se rétrécissait à d'autres. Les villes devenaient plus établies, les infrastructures s'amélioraient, les hôtels se multipliaient et se standardisaient. Les riches pouvaient de plus en plus s'isoler des difficultés de la frontière, mais l'hiver restait l'hiver. Le froid arrivait toujours, les tempêtes piégeaient encore les gens, et la géographie imposait toujours une forme de démocratie. Lorsqu'on se trouvait bloqué sur la piste entre deux villes, son compte en banque ne pouvait pas créer un abri inexistant. Un récit particulier illustre cela parfaitement. En 1888, un riche homme d'affaires nommé Robert Chandler voyageait de Cheyenne à Denver dans un wagon privé. Le summum du luxe frontalier, un wagon entièrement équipé avec couchettes, petits poêles, moquettes et fenêtres à rideaux. Mais une tempête de neige massive, plus tard appelée la tempête des enfants d'école, immobilisa son wagon sur les rails. Le charbon du poêle s'épuisait. Les provisions alimentaires étaient limitées. Pendant 3 jours, Chandler et ses compagnons, y compris sa femme et leur secrétaire personnel, vécurent ce que des milliers de personnes ordinaires sur la frontière expérimentaient tout le temps. Le journal de sa femme durant ces jours est frappant. Elle décrit le froid qui s'infiltre à mesure que la chaleur du wagon disparaît, la manière dont ils se blottissaient sous leur belle couverture soudain insuffisante, la peur que la tempête ne se termine jamais. Et puis, après leur sauvetage, son étrange réticence à reprendre une vie normale. « Je comprends maintenant, écrivait-elle, ce que signifie vraiment avoir besoin de chaleur et d'abri. Avant cela, le confort était simplement mon état naturel. Maintenant, je le connais comme quelque chose de précis, de précieux. Je dors différemment maintenant. Je remarque la chaleur de mon lit. Je suis reconnaissant du poids des couvertures. Peut-être est-ce un cadeau de la tempête, bien qu'elle fût un professeur sévère. L'élite de la frontière du Far West n'a jamais complètement échappé à l'emprise de l'hiver. Ils pouvaient construire de meilleurs murs, acheter de plus belles couvertures, employer des domestiques pour entretenir leur feu. Mais le froid restait, l'isolement restait, l'obscurité restait, et le sommeil, pour tous, riches et pauvres, restait fragile, une négociation quotidienne avec des forces qui ne se souciaient ni de la richesse ni du statut. Dans cela, il y a peut-être une forme d'égalité. Non pas dans le confort, hein, les différences étaient réelles et profondes, mais dans la vulnérabilité. Tous ceux qui dormaient dans la frontière hivernale étaient, à un certain niveau, sans défense. Tous fermaient les yeux, incertains de ce que l'aube leur apporterait. Tous écoutaient le vent et se demandaient si leur abri tiendrait. Les riches avaient des avantages, certes de meilleures chances de confort et de survie, mais ils n'avaient aucune certitude. Personne n'en avait. Et dans cette incertitude partagée, cette vulnérabilité commune, nous trouvons quelque chose de presque tendre, un rappel que certaines choses nous égalisent tous. L'hiver pose la même question fondamentale à chaque dormeur, te réveilleras-tu ? La plupart le faisaient. Riches et pauvres, confortables et souffrants, ils se réveillaient à un autre jour. Et dans le simple fait de leur réveil, de leur persistance à travers une nuit de plus, il y a quelque chose à honorer. La frontière demandait beaucoup à ceux qui l'habitaient. Mais peut-être en demandait-elle le plus pendant les longues nuits d'hiver, lorsque toutes les distinctions de richesse et de statut s'effaçaient devant le besoin humain commun de repos, de chaleur, du simple miracle d'ouvrir les yeux à la lumière du matin. Ainsi, nous arrivons enfin à la fin de notre voyage à travers les nuits glacées du Far West. Le feu dans notre foyer imaginaire s'est consumé. L'obscurité à l'extérieur s'adoucit peut-être à l'aube. Ou peut-être avez-vous dérivé à travers toute cette histoire dans l'espace intemporel qui existe entre veille et sommeil. Quoi qu'il en soit, il est maintenant temps de rassembler les fils de ce que nous avons vu et de les porter doucement vers le repos. Nous avons commencé en nous demandant ce que signifiait dormir lorsque l'hiver gelait la frontière, lorsque la survie elle-même était incertaine et que le confort était un luxe que la plupart ne pouvaient jamais s'offrir. Nous avons parcouru des cabanes mal isolées où la respiration se transformait en givre sur les murs intérieurs. Nous avons dormi sur des peaux d'ours sous des étoiles impitoyables. Nous avons touché les mystères des rêves partagés et des nuits de sommeil mort,
des pierres chauffées enveloppées dans des tissus précieux, de la sagesse indigène qui comprenait ce que les nouveaux arrivants apprenaient encore. Et nous avons vu comment même la richesse ne pouvait entièrement protéger de l'hiver, comment le froid s'infiltrait dans les chambres les plus raffinées. Ce qui émerge de toutes ces histoires, de tous ces fragments du passé, est à la fois simple et profond. Les gens dormaient contre toute attente, dans des conditions qui nous semblent aujourd'hui inimaginables. Ils fermaient les yeux et se livraient au repos. Non pas parce qu'ils étaient plus courageux, plus forts ou plus résilients que nous, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. Le corps exige le sommeil. La vie nécessite le repos. Et ils ont donc trouvé des moyens, même imparfaits, même inconfortables, de s'offrir ce dont ils avaient besoin pour continuer. Pensez un instant à la distance entre leur sommeil et le vôtre. Vous êtes maintenant allongé, peut-être dans une pièce dont la température est régulée par un thermostat, un appareil qui aurait semblé magique à un colon de la frontière. Vos murs sont isolés, vos fenêtres scellées, votre toit solide et étanche. Si vous avez froid, vous pouvez régler un bouton ou ajouter une couverture supplémentaire dans votre placard, où vous avez plus de couverture que n'importe quelle famille frontalière en possédait au total. Vous êtes à l'abri des loups et des intempéries. Vous êtes au chaud sans effort. Vous pouvez dormir sans vigilance. C'est une victoire complète que nous remarquons à peine aujourd'hui. Mais elle a été conquise par ceux qui nous ont précédés, qui ont enduré les nuits froides, qui ont appris par l'expérience amère ce qui fonctionnait ou non, qui ont construit de meilleurs abris et transmis ce savoir de génération en génération jusqu'à ce que la chaleur devienne ordinaire plutôt que miraculeuse. Les dormeurs de la frontière ne savaient pas qu'ils faisaient partie de cette progression. Ils essayaient simplement de survivre hiver après hiver. Mais leur persistance, leur refus d'abandonner même lorsque le sommeil devenait un test d'endurance, a créé la base de tout ce qui suivrait. Il y a une qualité particulière dans le sommeil hivernal que nous avons suivi tout au long de ce voyage. Ce n'est pas le repos profond et paisible de la sécurité et du confort. C'est quelque chose de plus fragile, plus attentif. Les dormeurs de la frontière ne se laissaient jamais complètement aller. Une partie d'eux restait alerte, à l'écoute du danger, surveillant leur propre corps pour détecter les signes de l'avancée du froid. Ils dormaient légèrement, se réveillaient fréquemment, se rendormaient à plusieurs reprises pendant les longues heures d'obscurité. La science moderne du sommeil nous dit que ce n'est pas un sommeil de bonne qualité. Fragmenté, insuffisant pour un repos et une récupération adéquats. Et pourtant, ils survivaient avec cela. Non seulement ils survivaient, mais ils construisaient des villes, élevaient des enfants, poursuivaient des rêves, créaient les fondations d'une société, tout en dormant mal nuit après nuit, mois après mois. Il y a quelque chose de presque héroïque là-dedans. Bien que ce ne fût pas destiné à être héroïque, c'était simplement ce qui était requis. La persistance silencieuse, non héroïque, des gens ordinaires faisant ce qui devait être fait. Fermant les yeux malgré le froid, respirant lentement malgré la peur, faisant confiance à l'aube, même lorsque la nuit semblait interminable. Et l'aube venait toujours. Le soleil se levait toujours, pas l'effroi, mais présent, brisant l'obscurité une fois de plus. Les dormeurs de la frontière se réveillaient, raides, fatigués, toujours froids, et recommençaient. Le rythme de la survie se répétait sans fin jusqu'à ce que l'hiver relâche son emprise et que le printemps revienne. Nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que leur expérience ressentait. Nous pouvons lire leurs mots, examiner leurs artefacts, reconstruire leurs abris et étudier leurs conditions. Mais l'expérience intérieure, ce que cela faisait d'avoir si froid que le froid devenait votre état naturel, ce que cela faisait de dériver vers le sommeil sans savoir si l'on se réveillerait. Quel rêve venait dans ces circonstances et ce qu'il signifiait. Cela reste hors de notre portée. Peut-être est-ce ainsi que cela doit être. Certaines expériences appartiennent entièrement à ceux qui les ont vécues. Nous pouvons honorer les dormeurs de la frontière sans les comprendre pleinement. Nous pouvons reconnaître leur lutte sans nous l'approprier. Nous pouvons être reconnaissants pour ce qu'ils ont enduré sans le romantiser. Car ce n'était pas romantique. C'était froid, inconfortable, effrayant et épuisant. Cela endommageait les corps, brisait les esprits et emportait des vies. Tous les dormeurs d'hiver ne se réveillaient pas au printemps. Toutes les familles ne survivaient pas intactes. La frontière était belle à bien des égards, mais les nuits d'hiver n'en faisaient pas partie. Elles étaient son épreuve, sa cruauté, sa manière de séparer ceux qui pouvaient endurer de ceux qui ne pouvaient pas. Et pourtant, les gens enduraient. Plus que cela, ils trouvaient des moments de chaleur même dans le froid. Le confort d'un autre corps partageant vos couvertures.
Le plaisir fugace de pierres chauffées enveloppées de tissu. La satisfaction de maintenir un feu juste assez longtemps pour qu'il dure toute la nuit. Le soulagement de se réveiller et de constater que tout le monde est en sécurité. Tous respirant, une nuit de plus de survécu. De petites victoires, mais réelles. Assez pour continuer. Assez pour recommencer la nuit suivante et encore la suivante. Alors que vous dérivez maintenant vers votre propre sommeil, chaud, sûr, confortable au-delà des rêves les plus fous de n'importe quel colon de la frontière, peut-être pouvez-vous emporter avec vous la conscience de cet héritage. La chaleur dont vous jouissez n'était pas toujours disponible. La sécurité que vous ressentez n'était pas toujours certaine. Ce qui vous semble ordinaire était extraordinaire pour eux, digne de souffrance, digne d'être construit, digne de toutes ces nuits froides endurées dans l'espoir que, d'une manière ou d'une autre, cela s'améliorerait. Et cela s'est amélioré. Lentement, progressivement, sur des générations, les cabanes sont devenues des maisons. Les maisons ont gagné en isolation. Les poêles se sont améliorés. La compréhension de la construction pour les climats froids s'est approfondie. Le savoir accumulé a été partagé, affiné. Chaque hiver enseignait ses leçons, et ces leçons n'ont pas été oubliées. Vous êtes le bénéficiaire de tout cet apprentissage, de toutes ces souffrances, de toutes ces nuits où des gens ont refusé de se rendre au froid. Votre lit confortable, votre chambre chaude, votre sommeil paisible. Tout cela a été construit sur la base de milliers de nuits inconfortables endurées par des personnes dont nous ne connaîtrons jamais les noms. Cela vaut la peine d'être rappelé, non pour vous culpabiliser de votre confort, mais pour vous aider à l'apprécier pleinement. Dormir au chaud est un privilège, et comme tous les privilèges, il prend tout son sens lorsqu'on prend conscience de ce qui a précédé. Les nuits d'hiver de la frontière sont désormais révolues. Les dernières personnes à avoir dormi dans ces conditions, qui ont vraiment su ce que signifiait passer l'hiver aux confins de la colonisation, sont mortes depuis des décennies. Leurs cabanes se sont effondrées dans la terre, leurs lits se sont pourris, leurs couvertures se sont dissolues en poussière. Les preuves physiques de leur sommeil ont presque toutes disparu. Mais quelque chose demeure dans les récits qu'ils ont laissés, dans les histoires transmises, dans le simple fait qu'ils ont survécu et que nous sommes ici. Leur expérience résonne à travers le temps. Nous sommes reliés à eux par ce besoin humain fondamental, le besoin de repos, de fermer les yeux, de se livrer au sommeil même lorsque les circonstances suggèrent que nous devrions rester vigilants. Ils ont dormi dans le froid afin que, finalement, quelqu'un, puisse dormir au chaud. Ils ont enduré pour que l'endurance ne soit pas toujours nécessaire. Ils ont persisté pour que la persistance puisse un jour céder à la facilité. C'est leur cadeau pour nous, mais réel. Et peut-être que la meilleure façon de l'honorer est simplement de bien dormir. De nous laisser sombrer dans un repos confortable sans culpabilité, mais avec gratitude. De fermer les yeux en sachant que nous sommes en sécurité. Et souvenez-vous, juste un instant avant que le sommeil ne nous emporte, que cette sécurité n'a pas toujours été disponible. Dehors, le monde continue. Peut-être est-ce l'hiver là où vous êtes maintenant. Ou peut-être l'été. Peut-être vous endormez-vous dans l'obscurité ou sous la lumière du matin. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous avez un abri. Vous avez de la chaleur. Vous avez le luxe d'un sommeil reposant plutôt que simplement suffisant. Les dormeurs de la frontière vous envieraient cela, mais ils seraient aussi heureux pour vous. Ils n'ont pas enduré ces hivers rigoureux parce qu'ils aimaient souffrir. Ils ont enduré parce qu'ils espéraient quelque chose de meilleur pour eux-mêmes si possible, pour leurs enfants sinon, pour quelqu'un un jour. Et vous êtes ici, l'accomplissement de cet espoir, dormant dans la chaleur qu'ils ne pouvaient qu'imaginer. Alors dormez bien ce soir. Laissez-vous dériver sans résistance, sans la vigilance que les nuits de la frontière exigeaient. Faites confiance à vos murs, à votre toit solide, à votre chaleur qui durera jusqu'au matin. Faites confiance que vous vous réveillerez, que l'aube viendra, que le froid ne peut pas vous atteindre ici. Et si vous rêvez, peut-être rêverez-vous de l'hiver, non pas les hivers brutaux du Far West, mais d'un hiver plus doux vu de l'intérieur d'une pièce chaude, la neige tombant doucement au-delà du verre, des étoiles brillantes et froides mais lointaines. Le monde est beau parce que vous êtes à l'abri, confortable parce que d'autres ne l'étaient pas. C'est le cadeau de tous ceux qui ont dormi dans le froid pour que nous n'ayons pas à le faire. Que leur endurance a mérité notre aisance. Que les nuits qu'ils ont traversées ont enfin cédé la place à des nuits de paix. Le feu s'est réduit en braise, maintenant que l'histoire est racontée. La longue nuit d'hiver de la frontière est passée dans l'histoire, et nous restons ici à notre époque, avec nos propres lits chauds qui nous attendent.
Reposez-vous bien, sachant que vous êtes en sécurité. Dormez profondément, en honorant ceux qui ne pouvaient pas. Et lorsque vous vous réveillerez, comme vous le ferez, comme ils l'ont fait matin après matin, peut-être remarquerez-vous juste un instant combien il est bon de se réveiller au chaud. Combien il est miraculeux d'avoir survécu à la nuit sans lutte. Combien nous avons parcouru de chemin depuis ces cabanes glacées et ces lits rudimentaires sous des étoiles impitoyables. Les dormeurs de la frontière vous le diraient s'ils pouvaient. Le sommeil est un cadeau. La chaleur est une bénédiction. Et la capacité de fermer les yeux sans peur est quelque chose à chérir chaque nuit. Alors, chérissez-le maintenant. Laissez le poids de vos couvertures vous réconforter. Laissez la chaleur de votre chambre vous envelopper. Que l'obscurité soit paisible plutôt que menaçante. Laissez le sommeil venir facilement, comme il venait rarement à eux. Et dérivez maintenant doucement vers le repos. Les nuits d'hiver du Far West sont terminées. Votre nuit d'hiver, chaude, sûre, douce, est ici. Fermez les yeux. Respirez lentement. Lâchez prise. Le froid ne peut plus vous atteindre maintenant. Merci d'avoir exploré un autre coin tranquille de l'histoire avec moi ce soir. Si cette histoire lente vous a apporté un peu de paix, n'hésitez pas à vous abonner. Je partage presque chaque jour de nouvelles histoires douces. Une autre histoire calme vous attend à l'écran, ou vous pouvez simplement cliquer ci-dessous pour rejoindre notre cercle d'historiens nocturnes. Dormez bien jusqu'à la prochaine.